Bonjour à tous et bienvenue sur les petits vlogs à vélo. Je suis ravi de vous recevoir à l'occasion de ce troisième podcast dont le sujet sera le vélo, le cyclisme en général, est-il devenu un sport de riches? Est-il réservé dorénavant à une élite financière? Avec mes deux intervenants, Lucas et Alexis, on va tenter de vous apporter des éléments de réponse. Sachez que cela ne représente que notre avis et n'engage que nous. Vous pouvez tout à fait participer à la conversation en écrivant dans l'espace commentaire et je vous y encourage fortement. Vous pouvez retrouver les deux premiers podcasts disponibles sur la chaîne YouTube, dont le premier sujet est pourquoi et comment se mettre au vélo. Là, c'est Madame les petits vlogs à vélo qui vous fait part de son expérience. Et le second sujet concerne Séverine qui, à l'occasion de ses voyages, roule pour une association. Donc je vous laisserai découvrir ces formats et j'espère qu'ils vous plairont. Trêve de bavardage, désormais, on passe au sujet qui nous intéresse. Bonne écoute. J'ai la chance de recevoir Lucas. Comment tu vas? Bah, très bien, et toi? Ça va, merci. Alors, est-ce que pour les abonnés, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ah, bien sûr, moi je m'appelle Lucas Courteil, du coup je suis cycliste licencié FFC depuis quasiment 20 ans maintenant. Depuis quasiment 20 ans, j'ai fait toutes mes classes et toutes mes saisons de licence dans un seul club, hein, qui est le cyclosport fléchois, la Flèche, dans la Sarthe. J'ai pratiqué pas mal de disciplines, hein, que ce soit cyclocross, route et puis maintenant un petit peu de gravel. Voilà, on est principalement sur ces disciplines-là. Du coup, depuis quelques années maintenant, je roule beaucoup moins. Je fais plus du vélo loisir, on va dire, quelques compétitions de temps en temps, mais surtout du vélo loisir. Et surtout, je suis membre du bureau du cyclosport fléchois désormais. Je suis secrétaire du club. Je gère la communication, je gère les entraînements des jeunes, je gère aussi le calendrier, tout le secrétariat du club, donc ainsi que toutes les organisations de course. Et c'est du boulot. Non. Et est-ce qu'on peut le dire aussi, tu es le copapa, on peut dire, des 24 heures gravel de la Flèche? Ouais, on va dire ça. Je suis l'un des organisateurs, je suis l'un des piliers, on va dire, fondateurs des boucles gravel de la Monnerie. En effet, des 24 heures qui ont eu lieu cet été, qui sont en préparation d'une seconde édition, dont pour l'instant je ne peux pas trop parler. Ouais. Mais on en parlera de toute On en façon. Et reparlera forcément, voilà. Et moi, j'ai déjà réservé mon dossard, hein. Tu sais bien que j'ai une revanche à prendre. Donc, j'imagine. et on en profite pour saluer Denis, justement, s'il nous écoute. Voilà, à qui on fait des gros bisous. Bien sûr. Donc, bah, on va attaquer le sujet. Sachez que on sera peut-être susceptible d'être rejoint par une autre personne qui viendra plus tard. Donc, on reprendra peut-être un petit peu le déroulé au début, si toutefois il devait arriver. Donc, le débat, c'est est-ce que le vélo, c'est devenu un sport de riches? Un sacré débat. Un Vaste sacré débat, question. une sacrée question, hein. On va déjà faire un premier constat. Par exemple, bah, ton avis sur le marché actuel du cycle. Le marché actuel, il est compliqué. Alors, c'est vrai que je me suis présenté qu'en en tant que coureur, mais j'ai aussi la casquette d'être moi-même dans le monde du commerce et du coup d'avoir aussi de ce côté-là. J'ai travaillé pendant très longtemps, pendant plus de 10 ans dans une ancienne de sport très connue, et notamment du coup un peu sur le rayon cycle. Donc, c'est bien sûr des choses et une évolution que j'ai pu voir aussi sur le terrain. C'est compliqué, c'est compliqué. Je pense que ce qu'on peut voir, c'est qu'en effet, les prix vont à la hausse. Ça, c'est une vérité. C'est une vérité. Le sport cyclisme devient de plus en plus un sport de risque, encore plus qu'il ne l'était déjà. C'était déjà quelque chose qui malheureusement coûtait un peu d'argent, et ça l'est de plus en plus. Ça, c'est une évidence. Donc d'un point de vue matériel, on l'a dit, les prix, ça va à la hausse. Bon, on a aussi la contrepartie de se dire que les équipements sont de chaque année de meilleure qualité, de meilleure facture. On est passé de freins à patins à des freins à disque hydrauliques, par exemple, hein, comme évolution, les dérailleurs sans fil. Donc voilà, tout ça, ça a un coût. Mais évidemment, les coûts sont répercutés aussi sur les événements. Bien sûr.
Bien sûr, c'est des choses qui sont à prendre en compte aussi. C'est-à-dire que bien sûr, on a l'équipement matériel de tout ce qui va être, coureur, mais moi, je vais parler en tant qu'organisateur. On est aujourd'hui, au cœur du système. C'est-à-dire pour organiser une course aujourd'hui, ça devient très compliqué et très onéreux. On n'est plus sur les courses de clocher comme on faisait avant. On est aussi pour les coureurs, hein, en termes d'engagement. On demande énormément de frais d'engagement auprès des coureurs. Ça, c'est une vérité. Donc oui, on est clairement sur quelque chose qui monte de plus en plus et qui devient une vraie peine pour l'ensemble des coureurs et l'ensemble des licenciés cyclistes, on va dire. Alors donc on a parlé du marché actuel, de ce qu'on ressentait sur le marché actuel. Euh, Quelle évolution t'as pu constater quand même depuis que tu as commencé le vélo? L'évolution technique, on va être très clair. Moi, j'ai Pas que, commencé. hein, ça peut être aussi en termes d'évolution, en termes de mentalité, en termes de voilà, dans pratique vélo en général, je veux dire matériel comme mentalité quoi. Ouais, ah bah, alors ça va aller un peu ensemble parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les mentalités changent de plus en plus, mais on garde quelque chose qui existait déjà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est sur. Alors moi je vais parler de la partie compétition forcément et cyclosportif, c'est qu'on est toujours dans la recherche de la performance et la performance passe aussi par le matériel, passe par l'entraînement, passe par la philosophie des coureurs et de l'ensemble des intervenants. Donc la philosophie va toujours dans la compétition du plus et dans la compétition de ce qu'on peut trouver en termes d'équipement, en termes de pratique, en termes de technique, en termes de diététique. Voilà, on est toujours en train de pousser plus loin la technologie et la réflexion. C'est vrai que moi, je suis plutôt un cycliste un peu à l'ancienne. J'aime bien les entraînements un peu à la rude. Voilà, essayer de garder ce que faisaient nos anciens et ce qu'ils faisaient bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'on change complètement la manière de travailler. Mais il y a des choses, des technologies qui nous poussent forcément à changer. C'est-à-dire que moi, je me rappelle quand j'étais minime, que je commençais minime cadet, le home trainer, c'était quelque chose qu'aujourd'hui on faisait jamais ou qu'on faisait très peu parce que c'était très très redondant. On était dans notre garage, voilà, on pédalait bêtement sans trop savoir ce qu'on faisait. On faisait un peu de séance de lactique là-dessus, mais c'était compliqué. Aujourd'hui, avec les outils qui sont les nôtres et ce qui existe, faut être très clair, ça devient une vraie vérité. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, quand j'entraîne les jeunes, je leur demande de plus en plus de passer par le home trainer, c'est-à-dire qu'aller faire une séance dehors de lactique, d'aller les faire pousser avec la circulation, avec tous les dangers de la route qu'il peut y avoir, parce qu'on n'a pas parlé, mais ça, c'est une vraie donnée de plus en plus, c'est qu'aujourd'hui, mettre un jeune ou même un adulte sur un vélo, sur la route, avec les contraintes qui peuvent être liées, ça devient très dangereux. Et bah aujourd'hui, je préfère qu'ils fassent leur séance en se faisant mal sur un home trainer parce que la technologie fait que c'est faisable. Parce qu'à l'époque, ça se faisait pas, maintenant, ça se fait de plus en plus. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est un exemple qui est assez parlant. Tu parlais tout à l'heure des freins à disque, on est aussi là-dedans, hein. C'est-à-dire que, bien sûr qu'un frein à patin, le jeune qui a aujourd'hui un frein à patin se met des contraintes, ou même l'adulte, hein, parce que dans un peloton, bah, quand tout le peloton va freiner au dernier moment parce qu'ils ont tous des freins à disque, bah, le frein à patin va être obligé de perdre 100 mètres de plus parce qu'il va être obligé d'anticiper un peu le freinage. Et bah, tout ça, c'est des contraintes qu'il faut prendre en compte. Par exemple, toi, t'entraînes des petits, t'entraînes des enfants, peut-être des futurs grands champions. J'espère. Euh, Penses-tu que ce soit vraiment un sport accessible? C'est compliqué. Alors, accessible par la praticité, oui, parce que aujourd'hui, tous ceux qui savent faire du vélo potentiellement peuvent faire du vélo. C'est pas la question. Celui qui a un vélo premier prix ou un vélo haut de gamme, finalement, va rouler de la même manière et l'entraînement finalement va rester assez similaire. Mais il faut admettre que forcément, moi, le jeune que j'étais il y a en minime, qui a acheté son premier vélo en faisant des vides-greniers, voilà, parce qu'il avait envie de faire du vélo et que voilà, bah, j'ai été tous les week-ends avec mon papa faire des vides-greniers pour essayer de me payer mon premier vélo. À l'époque, c'était un premier vélo à 500 euros. Voilà, j'avais réussi à dégoter cette somme-là et j'étais très content. Et puis, pour commencer, c'était très bien. Aujourd'hui, même pour tout le monde, c'est-à-dire que un vélo à prix assez bas, ça va se trouver. Mais la question, c'est derrière quel frais vous allez avoir derrière.
Et malheureusement, c'est ça, c'est que moi j'en ai vu là, j'ai plein de jeunes qui ont commencé cette année, qui ont commencé l'hiver dernier, qui ont investi, qui ont voulu s'acheter un vélo, mais les parents voulaient pas forcément mettre trop cher dans un vélo, ce que j'entends complètement, parce qu'on n'a pas envie de mettre 3 000 € pour un jeune qui va grandir, ou 4 000 €. Voilà, c'est des prix qui sont dénués de sens. Donc je peux entendre que ça soit compliqué, mais aujourd'hui avec des vélos d'occasion, on peut trouver des choses correctes et on peut commencer avec un vélo. Mais en effet, la contrainte, c'est que très vite, un jeune qui commence à bien pédaler va être obligé d'investir, hein, parce que ça aura des contraintes et des choses qui vont être. Ouais, on pourra pas être aussi performant qu'on peut l'être si on avait un vélo standard, hein. Donc c'est une vraie problématique et je le vois auprès de mes jeunes aujourd'hui, c'est très compliqué de leur dire de ne pas investir dans un vélo parce qu'en effet, ils voient dans un peloton chez les minimes, dans un peloton de 25 coureurs, de 25-30 coureurs, bah, t'as 20 coureurs qui ont des vélos de haute performance et du frein à disque avec les dernières générations. C'est sûr que le jeune qui arrive là-dedans, qui a pas trop d'expérience, avec un frein à patin, avec un vélo qui est propre, bah, il a quand même une contrainte parce que les jambes, ça parle, oui, l'entraînement compte, mais le matériel, ça compte énormément aussi. Oui, c'est le fameux débat de c'est pas le vélo qui fait le cycliste, mais c'est le cycliste qui fait le vélo. Ouais, c'est vrai, c'est faux à la fois parce que tu roules sur un vélo qui fait 7 kilos et tu roules sur un vélo qui en fait 14, tu t'auras beau avoir les plus grosses cuisses du monde, au bout d'un moment. C'est ça qui est compliqué. Moi, je me rappelle justement de mon vélo, hein, j'avais un Between à l'époque, Between de ces Décathlon que j'avais réussi à avoir en effet à 500 €, les premiers prix, des choses qui étaient le vélo, je crois de tête faisait 13 kilos. Ah, je faisais 13 kilos, j'avais des manettes Campa à l'ancienne. C'était voilà, j'ai commencé avec un vélo comme celui-ci. À l'époque, c'était déjà très difficile, c'est-à-dire que le débat n'est pas d'aujourd'hui, hein. À l'époque, un vélo comme celui-ci, tu te mettais quand même des bâtons dans les roues et tu savais que tu partais pas avec les plus grandes chances du monde. Mais c'était faisable. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que malheureusement, je ne vais pas mentir, ça l'est de moins en moins, parce que, justement la course à la performance fait que le jeune peut être affûté autant qu'il veut, bah, il faut quand même que derrière, il ait le matériel qui suive. Après, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'on est souvent au gramme près. C'est sûr que si le jeune, il commence avec un vélo qui fait 9,5 kg, mais que lui-même physiquement, il a quelques kilos à perdre, il peut avoir un vélo qui fait 8 kilos. Ça sera sa condition physique à lui et son entraînement à lui qui restera le décisif là-dedans, hein. Je vais pas on va pas se mentir, ça reste quand même l'investissement du jeune et ce que le jeune ou l'adulte, hein, d'ailleurs, parce que on parle de jeune parce que Oui, c'est vrai. c'est le bon exemple, mais ça peut être un adulte qui commence, bah, c'est pareil, c'est la même chose. C'est s'il fait les choses correctement, il y aura pas de problème, hein. C'est clair. Là-dessus, on n'est pas à 200 grammes près quand le jeune s'entraîne pas ou court pas. Il n'est pas à gagner 200 grammes près, c'est pas ça qui va être intéressant, quoi. Oui, puis il y a 20 ans, on pouvait se dire c'est peut-être l'entraîneur qui pouvait aussi faire la différence sur la préparation du jeune, la préparation de l'athlète en général. Maintenant, grâce à Internet, grâce à des programmes, grâce à des coachs extérieurs au club, on peut avoir tous accès aux mêmes programmes, donc aux mêmes entraînements. Après, il y a la partie, on va dire, génétique aussi qui va faire le reste. Bien Mais sûr. c'est vrai que la différence, si on a tous le même entraînement et entre guillemets une génétique assez proche, bah la différence, ça va se faire dans le matériel. Ça va se faire dans le matériel. Alors, la manière de s'entraîner aussi, c'est-à-dire que moi, je vois bien, hein, sur Internet, on trouve un petit peu de tout et n'importe quoi aussi en termes de plan d'entraînement, etc. C'est-à-dire que moi, ce que je dis souvent, c'est que j'aime bien faire de l'individualiste, de l'individuel, je veux dire. De l'individuel sur les jeunes, c'est très important parce que chaque jeune n'est pas de la même manière, chaque coureur n'est pas chaque cycliste n'a pas la même manière de voir les choses, d'appréhender les choses, et ce qui fait que bah, l'entraînement reste quand même très important. La manière de s'entraîner, la manière d'individualiser cet entraînement-là va être hyper important. Donc oui, oui, bien sûr que le matériel va jouer. Après, ça reste l'investissement du jeune, parce qu'on parle beaucoup d'investissement financier, mais il faut parler d'investissement physique, d'investissement mental. C'est avant tout celui-ci qui compte, parce que des jeunes qui veulent faire du vélo, il y en a plein. Ça, il n'y a pas de problème. Des jeunes qui veulent faire du vélo, qui veulent s'entraîner, qui veulent réussir à faire quelque chose avec leur vélo, pourquoi pas. Mais
celui qui va réussir à faire du résultat, c'est celui qui va se donner un peu plus, qui va réussir à aller pousser un peu plus loin la douleur, qui va réussir à travailler le mental. Ça, le travail mental, le travail physique, peu importe le vélo qu'on a, hein, c'est pas ça qui va, c'est pas ça qui va compter, hein. Je connais des coureurs qui s'entraînent avec des moto-bécanes des années 80 tout l'hiver pour pouvoir, une fois qu'ils reprennent leur vélo correct l'été, performer. Et ils ont bien raison parce qu'aujourd'hui, c'est une vraie vérité, hein. Pourquoi la plupart s'entraînent avec des mulets l'hiver? Parce que le mulet est plus lourd, Mm. ça fait un peu plus les jambes, ça travaille Mhm. un peu plus. On est sur ça et dans tous les sports, on va travailler un peu lesté, on va travailler avec des contraintes, des handicaps. Et c'est ça, je trouve que ça, c'est plus intéressant même qu'aller chercher. Mais bien sûr, quand on arrive sur le côté performance et le jour J de la compétition, on peut pas aller courir avec un motobécane des années 80. Ça peut se faire, mais c'est pas le mieux, quoi, on va dire. Bah disons que ouais, dans un peloton actuel, tu pars en moto bécane avec les vitesses sur le cadre, tout ça, tu dénotes un petit peu quand même, quoi. Et oh. Bien sûr. Après, l'avantage, c'est que tout le monde te regarde. C'est ça qui est génial. C'est Mais qu'à un c'est vrai que moment, pour le tu fais fun, l'attraction du jour. c'est vrai que pour le fun, ça serait sympa à faire. On a déjà vu ça, hein, sur des pelotons, hein. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais des pelotons avec des, entre guillemets, des anciens qui arrivaient avec leur vélo sur lequel ils sont bien, tout simplement. Et puis, le matériel, ils s'en fichent et ils pédalent. Et c'est pour ça que le matériel, oui, mais la personne va compter énormément parce que c'est ces gens-là, avec de l'expérience, savoir se placer dans un peloton, savoir travailler correctement, savoir s'entraîner correctement, même avec un vélo moins performant, qui reste performant tout de même, hein. Il n'est pas non plus avec des vélos qui déraillent toutes les 2 minutes, et voilà. Mais l'entretien parfois compte aussi est très important, c'est-à-dire que le vélo en lui-même, oui, il peut dater, il peut être obsolète par rapport à ce qui existe aujourd'hui, mais s'il est très bien entretenu et que tout passe bien et que la personne est à l'aise dessus, ma foi, pourquoi pas, hein. Donc ouais, on parlait d'accessibilité, donc pour résumer sur la question, c'est accessible en termes de coût, pas trop, parce qu'il faut quand même du beau matos. Il faut un investissement personnel important, parce que le vélo, c'est quand même un sport qui est très, très, très exigeant. Après, on va dire comme dans tout sport, hein, si tu veux devenir fort, il faut t'investir à fond. Mais le vélo, c'est quand même un des sports les Le, plus le- difficiles du monde, quoi. le vélo est ingrat. Le vélo est ingrat. Alors, moi, il y a une phrase que j'aime bien utiliser, c'est qu'en effet, c'est le vélo, c'est un sport de riches pratiqué par les pauvres. C'est bête à dire, mais je le dis comme ça parce que c'est marrant de le voir comme ça. Mais Mais c'est vrai aujourd'hui, en je pense termes que de popularité. en termes de popularité, c'est exactement ça, parce que c'est un sport qui est exigeant, qui demande beaucoup d'investissement personnel, qui demande beaucoup de donner de sa personne, hein, finalement, parce on va pas s'entraîner au vélo comme on va faire deux entraînements, alors, sans négliger d'autres sports, hein, mais deux entraînements de foot à la semaine, en effet, on va pouvoir quand même jouer le week-end. On fait un entraînement de moins que les autres en vélo, on le ressent tout de suite le week-end, et c'est bête à dire, mais là, l'hiver, quand il va faire froid, et qu'il va neiger, qu'il va faire -5, -10 degrés, il faut quand même aller rouler. C'est-à-dire que si tu vas pas rouler, bon, il y a le home trainer qui fait qu'on peut en faire un peu plus en ce moment, mais si tu vas pas rouler, tu vas le payer tout de suite dès l'été, hein. Donc voilà, l'été se gagne l'hiver, comme on dit avec les entraînements. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que tout l'entraînement fait payer les résultats des courses et de tout ce qui se passe par la suite. Donc ça, c'est hyper important. Mais tu vois, en termes de coût, encore une fois, bah tu rajoutes, alors déjà, le prix de la licence, le prix du matériel, le prix Bien sûr. d'inscription aux courses, les frais de déplacement, l'achat d'un home trainer quand il fait trop mauvais pour aller rouler. Donc, c'est-à-dire que, entre guillemets, ça peut arriver que ta saison soit dépendante de la météo qu'il a fait l'hiver ou l'automne dernier. Bien sûr. Il y a plein de facteurs comme ça, donc je pense que en termes de Ah, coût, on n'en parle pas assez, mais il y a la tenue aussi. et oui, C'est bête à dire, mais il y a des choses. Moi, en effet, j'ai des jeunes qui sont arrivés en septembre. Ils m'ont dit, j'ai une petite tenue courte, etc. Je leur dis, investissez dans une veste pour cet hiver, parce que quand vous devrez rouler par 0 degré, il va falloir investir dans des gants longs, dans des vestes, dans des choses un peu plus chaudes. Ils arrivent en plein hiver, ils ne se sont pas forcément pensés à acheter une veste imperméable, etc. Ils arrivent, ils sont gelés. Je leur dis, rentrez chez vous. Et du coup, ils perdent un entraînement parce qu'ils sont pas équipés. Et aujourd'hui, quand on voit les coûts du textile et de tout ce qui va à côté, c'est hyper important. Ouais, il y a quelque chose qu'on n'a pas forcément pris en compte non plus, mais il y a tout le matériel connecté qui est aussi aujourd'hui hyper important parce que le jeune qui n'a pas de compteur connecté, qui peut pas mettre ses activités sur Strava, Garmin, Polar, peu importe, c'est
quasiment impossible pour lui de suivre une activité correcte parce que avec les compteurs sans fil comme nous on avait à l'époque ou filaire comme on avait à l'époque, nous on avait notre petit cahier, on notait C'est tout. ça. Aujourd'hui, ça existe plus, on peut plus. Alors moi je suis un peu l'ancienne, j'aime bien mon petit cahier, mon petit tableau Excel, voilà, mais les jeunes, on s'en rend compte qu'ils le font plus, quoi. Bah non, non, bah et puis oui, en termes de data, tout ça, c'est devenu ultra précis maintenant avec les watts développés et tout. Moi, ça, j'y arriverai jamais à m'y mettre parce que moi, je suis un cycliste à l'ancienne, je suis un cycliste plaisir. Je m'y mettrai jamais. Des fois, ça m'intéresse de savoir, ouais, tiens, estimer combien ça fait de watts. Et quand je vois le petit nombre, je me dis, bon, je suis bien, tu vois. Finalement, Bah, voilà. Mais c'est vrai que maintenant, c'est indispensable. Car on parle de capteurs de puissance, des fois à plusieurs centaines d'euros, capteurs de cadence. Enfin, il y en a qui font les tout en un, enfin, voilà. oui. Mais ça reste encore un coût. Voilà, t'as des casques qui dépassent facilement la centaine d'euros. Après, on peut se dire, on peut toujours acheter moins cher, on peut toujours trouver des bons plans. Ouais, Voilà. après il y a aussi, tu vois, je vais rebondir sur le casque parce que je trouve ça intéressant le casque. Moi, je sais que j'ai des jeunes, là, je leur ai dit, mais prenez le casque dans votre magasin de sport le plus près, vous prenez un casque basique. Le casque, en effet, il y a un peu d'aération, il y a un peu d'aéro, ça va jouer, mais c'est pas ça, je leur ai dit encore une fois, c'est pas ça qui va jouer sur votre performance. Sauf que le problème, c'est quand ils arrivent sur les courses ou quand ils arrivent sur les stages départementaux avec les copains qui ont le casque dernière génération, la tenue dernière génération, etc., bah, ils ont envie de quoi? Bah, ils ont envie d'être à la mode et de Bah faire oui. comme tout le monde. C'est comme un jeune qui va au collège avec la nouvelle paire de baskets, bah, là c'est pareil pour un cycliste. Bien sûr un jeune de 15 ans, il va arriver, il va vouloir être équipé comme les copains et puis avoir la dernière tenue ou le dernier casque à la mode. Et je vois bien parce qu'en effet, tous ceux qui ont commencé avec un casque standard, entre guillemets, au bout de 2 mois, ils avaient changé de casque. Alors que pour moi, ce n'était pas l'investissement premier parce que c'est pas celui qui fait payer la compétition et la performance, mais il y a ce côté esthétique aussi qui fait que bah, on a envie d'être beau sur un vélo, on a envie de se faire plaisir avec du beau matériel. En effet, ça passe par le vélo. On aime bien que notre vélo soit sympa, mais un beau casque, la paire de chaussettes maintenant montante jusqu'au mollet, au milieu du mollet. Alors moi, je comprends toujours pas. Moi, je suis toujours avec ma paire de sockets, avec ma paire de sockets dans Socket ma basse paire pour dans ma éviter paire les de traces chaussures. de bronzage trop hautes, quoi. Ouais, c'est Ouais, ça. Alors, ouais, moi, je suis vraiment là-dessus, mais non, moi, ça m'a fait rire de voir des jeunes qui arrivent avec le poil aux pattes, mais par contre, ils ont la soquette longue ouais. et le casque dernière génération. Bah ouais, non, ça se comprend pas. Mais voilà, c'est un autre débat parce qu'en effet, oui, bah, je pense que t'es un peu comme moi. T'es cycliste, on est cycliste à l'ancienne et c'est des choses que nous on conçoit pas. Donc, bien Ouais. sûr. Ouais, quoi que tu vois, moi, les chaussettes hautes, je les ai adoptées depuis que je fais du gravel. Ouais, Parce que, bah, l'éthique. bien sûr. Donc là-dessus, ouais. Ah, c'est vrai qu'en route, par contre, j'aime bien avoir des chaussettes un peu plus basses, ça risque la trace de bronzage. Et puis, bon, après, les jeunes, je les comprends, parce qu'avec claquettes chaussettes, tu vois, Ça va avec, ça forcément. va C'est avec, c'est ouais. logique. C'est vrai que, bon, là-dessus, voilà. Ah non, Mais, bah, et puis même la trace de bronzage, en vrai, la trace de bronzage, bah, moi ça me fait rire parce que moi je suis vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire que moi à partir du moment où je cours pas, je suis toute l'année en collant long. Voilà, pour moi un entraînement c'est en collant long et sauf s'il fait vraiment 20 degrés, mais sinon c'est collant long direct. Les ouais. jeunes là, tu vois, en ce moment ils s'entraînent, ils sont tous en collant court avec maillot court. Enfin, ils veulent la trace de bronzage, c'est très bien, mais ça sur la performance ça n'a aucun intérêt. Ouais, ça c'est plus le côté. Mais de toute façon, c'est aussi un marketing. On voit les pros, Bien. on veut être comme les pros, mais c'est pareil dans tous les sports. Sauf que c'est vrai que le vélo, ces dernières années, a eu quand même tendance à se dandifier. Je trouve que, euh, dans un sens, pas forcément que c'est devenu un sport de gentleman de référence, ça reste quand même un sport populaire. Mais tu vois, il y a de plus en plus de superbes photos sur Instagram, des machins, tout ça. Avant, où nous, on avait nos maillots, tu sais, tout bariolés, jaune fluo, tout ça, toute l'année. Hein. Il n'y avait pas que quand c'était les sorties d'hiver où il fallait être en fluo, on était en jaune fluo toute l'année. Moi, je me souviens, le maillot de mon club était dégueulasse, il était rouge, jaune, vert, bleu, tu vois, c'était dégueulasse. Maintenant, tu vois que maintenant c'est des super tenues, cintrées, voilà, les couleurs assorties, le casque aux chaussettes, nanana, les chaussures, n'en parlons pas. Moi, je suis la Ouais, qui vont première être victime, sortis. hein. J'en ai 6 paires de chaussures. Je suis la première victime. Mais c'est vrai que bah il y a ce côté esthétique
qu'on retrouvait pas avant. Bah, Limite avant, on se on voit. moquait des cyclistes parce qu'ils étaient, on les appelait des harlequins, des clowns parce qu'ils étaient de toutes les couleurs. Mais bon, maintenant, c'est vrai que. Ah, il s'avère que c'est des choses qui sont très importantes, même dans la conception d'un maillot. Tu vois, moi, alors je l'ai affiché fièrement. Là, on a reçu le nouveau cru là, de la saison prochaine qui est juste derrière moi. Mais c'est vraiment l'esthétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bête à dire, mais c'est aussi la vitrine d'un club. La vitrine d'un club, c'est d'avoir le maillot le plus esthétique et le plus reconnaissable possible. Alors nous, on est à la Flèche, on a l'avantage d'avoir des couleurs identifiables. C'est que historiquement, depuis 90 ans, le club est en rouge et jaune. Et du coup, c'est vrai que c'est des couleurs qui sont identifiables. Mais rouge et jaune, ça pouvait vite devenir maillot de champion d'Espagne, quelque chose Mm. de très solennel, on va dire, et qui faisait pas forcément très intéressant. Et on essaie de plus en plus d'aller sur quelque chose de très simple, de très sobre, très élégant. Et c'est vrai que ça, c'est de plus en plus vrai. On n'a plus de maillot dans les pelotons, on voit plus de maillot bariolé comme on pouvait avoir avant, en effet, avec toutes les couleurs, avec plein de choses différentes. En effet, l'esthétique est hyper importante et on le voit bien parce que de toute façon, il y a des coureurs qui vont même parfois choisir leur club par rapport à l'esthétique du maillot. Hein. C'est une vérité. C'est une vérité. C'est des choses qui se faisaient même pas à une époque. On allait dans le club de notre ville et puis on allait rouler avec les copains de la ville et puis voilà. Aujourd'hui, alors il n'y a pas que ça qui rentre en compte, mais ça peut être une donnée intéressante. Mm. C'est vrai, c'est vrai. D'après toi, qu'est-ce qui fait que ça soit aussi onéreux? Qu'est-ce qui pourrait justifier que ce soit aussi cher? Malheureusement, comme plein de choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui tout augmente, tout augmente. Je vais aller un peu dans un débat qui peut être compliqué. Hein. Me dis Euh, pas c'est la crise, hein, parce que ça. alors, je rentre pas là-dedans. Non, justement, je voulais éviter de rentrer là-dedans. On va pas aller là-dedans, mais ce que je vois surtout, c'est que les marques ont pris un virage très important. C'est-à-dire qu'ils ont pris le virage de se dire, on va aller chercher la technologie de pointe, on va aller chercher la dernière innovation. En effet, bah, on parle de dérailleur électronique, on parle de freins hydrauliques, on parle de matériel carbone très très performant. Mais on parle aussi malheureusement de choses qui ne sont pas forcément fabriquées dans nos pays à nous. On va être très clair, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, hormis les cadres qui potentiellement peuvent être fabriqués par chez nous, tous les composants sont des composants qui viennent d'autres continents. Et c'est des choses qui forcément en import-export vont coûter très cher aux marques, vont coûter très cher aux revendeurs. Voilà, et malheureusement, j'ai peur que ce soit tout ça qui fasse que les prix augmentent énormément. La concurrence aussi, hein, on va pas se le casser. Il y a énormément de marques, énormément de choses. Et on est encore une fois dans ce côté esthétique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça ne gêne pas d'aller. La plupart des gens, ça ne gêne pas de payer un peu plus pour avoir la marque que eux veulent. Et c'est là qu'en termes de marketing, c'est très intéressant aussi. On est clairement sur du marketing aussi. C'est-à-dire que les marques ont préféré prendre un virage où on va aller dans la performance, on va aller dans des prix un petit peu plus hauts, plutôt que rester sur des choses qui resteraient abordables pour tout le monde et pour tous les porte-monnaies. Et ça, c'est des choix stratégiques qui ont été faits par la plupart des marques. En ce qui concerne les coûts aussi, bah. Ce qui peut expliquer ce qui est onéreux, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, la recherche de la technologie, la recherche de faire en sorte qu'on soit toujours au plus proche de ce qu'a les pros en fait, et le faire accessible à tous. Moi j'ai l'exemple du textile, voilà. Bah, des marques, plus en plus de marques de textile veulent faire des coupes, avoir les tissus les plus légers, les découpes de manches au laser. Pendant que nous, pendant des années, on avait des réplicas, si on voulait des maillots d'équipe, on avait des réplicas avec bah, la bande silicone au mieux et puis la petite couture au pire. Voilà. Il y en a qui me diront qu'il y a des alternatives moins chères, comme tu l'as dit, qui viennent de pays où nous, on ne fabrique pas, où on importe. Il y a des alternatives, mais c'est pas des alternatives de qualité. On peut pas comparer les cuissards, les peaux de chamois qui sont fabriqués en Italie, où il y a un savoir-faire, il y a un travail incroyable pour nos conforts, et comparer avec des copies, souvent de très mauvaise qualité, qui viennent d'autres pays. Voilà. Alors, on est clairement là-dedans. Alors, c'est intéressant que tu dis ça parce qu'en fait, indirectement, tu réponds aussi à la question en le posant la question. Mais finalement, on est là-dessus. C'est qu'on a tous les deux, je pense, la même réflexion, c'est qu'on préfère la qualité. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus dans la recherche de qualité. Et bien sûr que c'est des choses
on s'en fichait un peu il y a quelques années. C'est-à-dire qu'en effet, il y a quelques années, on avait un maillot avec le cordon qui nous serrait les bras, qui nous faisait des traces. Bah, c'est pas grave, on le portait quand même et ça nous faisait un maillot. Bah non, aujourd'hui, on est en effet dans la recherche de qualité, de l'ajustement. Alors pas trop ajusté parce que ça dépend des gabarits aussi, mais on est vraiment dans la qualité, dans le confort, dans la recherche de performance, de la recherche de développement. Je suis d'accord là-dessus. Et en effet, on regarde d'où les produits viennent. Quelque chose qu'on ne regardait pas du tout, en effet, il y a quelques temps. Donc, je suis d'accord avec toi, le cuissard italien, bah, bien sûr que le cuissard italien, je vais accepter de payer un peu plus cher pour avoir cette qualité-là, avoir ce rendement-là et surtout le confort que ça peut apporter. Et ça, c'est très important parce que je pense que beaucoup ont cette réflexion-là de plus en plus, dire qu'ils vont peut-être acheter un peu moins de quantité, mais par contre, ils vont plus rechercher la qualité. Et ça, je suis convaincu que ça explique aussi les envolées des tarifs. Hein. Hmm. Je pense, ouais. Plus qu'une. J'ai quand même l'impression que dans certains domaines, et notamment dans le vélo, on répond plus à la demande qu'à l'offre. C'est un peu partout pareil, hein. Ça vaut aussi bien pour les marques de sport, d'autres sports, hein, que ce soit dans le running, et il y a un nombre incalculable de chaussures de running avec semelles souples, semelles rigides, nanani, nanana. En même temps, il en faut pour tout le monde. Mais on est vraiment des fois dans... Bah, on sait plus, on sait plus. On se dit quelle marque, on va essayer ça, on va essayer ça, on va essayer ça. Et si ça nous convient pas, bah le coût derrière, c'est très difficile de l'amortir. Complètement. Donc on va toujours chercher le meilleur rapport qualité-prix et des fois alors ça peut être une bonne chose, mais des fois ça peut être vraiment une catastrophe. Donc Ouais, je vais aller dans une autre comparaison. Je compare souvent aussi le monde du vélo au monde de l'automobile. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette recherche de performance, dans cette recherche de dernière technologie, d'avoir la dernière innovation, d'avoir vraiment tout ce qu'on peut avoir à la pointe, à la pointe. Et ben dans le vélo, on est un peu dans le même esprit, on s'inspire énormément de ça. Comme tu disais, on s'inspire et on voit énormément ce que font les pros sur le Tour de France, c'est nos Formule 1 en termes de cyclisme, en termes d'automobile, je veux dire. Donc, on est vraiment sur le même principe, c'est-à-dire que bien sûr que si le monde du cyclisme avance et le monde professionnel avance, il n'y a pas de raison que il n'y ait pas des retombées sur les amateurs et on est clairement dans cette optique-là. ouais, la différence c'est que là où la Formule 1 fait des évolutions technologiques incroyables, entre guillemets, on les a un peu 10 ans après dans le domaine de l'automobile. Souvent il y a quand même un gros gap. En plus, bon bah, c'est difficile de conduire une Formule 1 sur des routes normales. Nous, en vélo, dès qu'il y a une nouvelle technologie, genre le DI2, machin, tout ça, ça arrive quasiment instantanément après, quoi. Après, je trouve que c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'en effet, qu'on ne soit pas obligé d'attendre des années avant d'avoir la technologie qui vient de sortir et la technologie qui peut être utilisée, je trouve que c'est une très très bonne chose parce que ça permet que justement l'avancée soit toujours continuelle. On est toujours en train de... les marques et les développeurs vont toujours essayer d'aller chercher plus loin, d'aller pousser plus loin le vice. Et ça, je trouve que c'est une excellente chose. Après, comme le diraient certains grands patrons du cyclisme en France, il faut faire attention de ne pas mettre la charrue avant les bœufs non plus voilà, je prends l'exemple de Marc Madiot hein, qui le dit souvent, c'est qu'aujourd'hui la technologie et ce qu'on peut avoir sur que ce soit textile, chaussures, équipement vélo, etc. Toute la technologie va aussi peut-être plus vite que l'humain et plus vite que la performance en elle-même. Et là, on peut avoir un décalage entre le sportif et la technologie en elle-même. Un exemple tout bête. Moi, j'ai croisé il y a pas si longtemps un gars qui vient de s'acheter un super vélo. Il a mis 1000 euros parce qu'il a écouté un influenceur sur YouTube dans une paire de roues carbone avec un profil de 50 mm. Mais, Pour pouvoir l'emmener. mais physiquement, il est incapable de l'emmener. Bien sûr, moi j'avais fait ça il y a quelques années avec un vélo, j'étais en cadet, je voulais je voyais à l'époque c'était les Mavic cosmiques carbone voilà qui étaient splendides voilà avec Mm. en 50, c'était splendide, tout le monde la voulait, tout le monde voulait cette paire de roues là. Je l'ai eu je l'ai mis sur mon vélo, j'ai jamais pu l'emmener. Alors que pourtant j'avais un gabarit plutôt sprinter rouleur, je roulais très très bien mais dès qu'il y avait un brin de vent et ce qui arrive souvent par chez nous, c'était impossible à emmener donc trois quarts du temps, bah, les coureurs qui avaient ce type de roue, ils mettaient une roue classique à l'avant, ils mettaient celle-là à l'arrière pour avoir un peu de performance, mais du coup, il y avait moins d'intérêt. Et aujourd'hui, c'est toujours la même vérité. Hein. Ouais, c'est vrai.
Euh, Dans le monde compétitif, pour en revenir, parce que bah, c'est quand même ta spécialité, hein, dans le monde compétitif, est-ce qu'on peut réussir vraiment si on n'a pas les dernières évolutions? Non, je vais être très clair. Non, je vais pas vendre du rêve. Non. On peut réussir, c'est-à-dire on peut réussir à apprendre, on peut réussir à progresser, on peut réussir à performer un petit peu. Je trouve que à partir du moment où on commence à avoir un niveau qui commence à être intéressant, là, je prends un exemple. Moi, j'ai un jeune qui est en junior, qui commence à avoir un très très bon niveau, qui va être dans les meilleurs juniors de la Sarthe, voilà, qui est amené à avoir de très belles années devant lui. Aujourd'hui, on voit bien, il est amené à forcément investir dans du matériel beaucoup plus important parce que par rapport à son utilisation et par rapport à sa qualité et sa performance, bah, le vélo qui était très bien celui qu'il avait, bah, va être trop juste par rapport à l'utilisation qu'ils ont fait. Et on le voit bien parce que sur un peloton, bah, si le coureur a des très très bonnes jambes et qu'il arrive dans un peloton où tout le monde a les mêmes jambes que lui mais avec un vélo de performance plus haut, ou un équipement de performance plus haut, bah, il ne pourra pas rivaliser parce que même si les jambes sont bonnes, même si le courage est bon, même si le mental est bon, il y aura forcément plus fort. Ouais, je suis d'accord. Il y a un témoignage d'un de mes abonnés qui a voulu rester anonyme, et c'est tout à son honneur, qui me disait, on a eu une longue conversation, il me disait que bah, lui, pour pouvoir continuer à faire son sport et pour pouvoir continuer à performer, il a 21 ans, il a dû s'endetter. Et de se dire qu'il a dû s'endetter pour espérer un jour, entre guillemets, vivre de sa passion, c'est compliqué. Donc il est à la croisée des chemins à se dire, est-ce que je continue et un jour la chance va me sourire, je vais être repéré par une grande équipe, peut-être Conti, World Tour, c'est tout ce que je lui souhaite, ou j'arrête tout et bah j'arrête complètement les frais quoi. Je reste amateur, peut-être que je roulerai sur du matériel moins cher, mais là il en est même à un point où bientôt il sera obligé de tout vendre et il pourra même plus rouler. Ça, c'est une vraie problématique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, la performance passe forcément par ça. Et c'est que c'est quand même problématique que ça ne soit pas que les gens qui parlent. Moi, ça me dérange toujours un petit peu de me dire que on a forcément des jeunes qui ont énormément de talent, qui pourraient faire des très très belles choses. Mais en effet, s'ils sont pas repérés par une équipe très rapidement, s'ils sont pas sponsorisés et qui peuvent pas se permettre d'acheter du matériel beaucoup plus haut, bah, c'est des jeunes qui deviendront de très bons amateurs, mais qui n'iront jamais voir le niveau plus haut parce que ce système fait on pourra pas les accompagner plus loin. Je trouve ça dommage parce qu'en effet, souvent des jeunes très courageux qui ont pas forcément des familles qui peuvent se le permettre et autres, mais qui connaissent la valeur de l'entraînement, la valeur du travail et qui feraient des super professionnels. Et c'est là où de plus en plus, alors, il y a beaucoup de marques hein, qui accompagnent et qui proposent d'accompagner des jeunes talentueux, mais il faut déjà avoir eu quelques résultats et quelques résultats significatifs. Et malheureusement, le jeune qui va être juste un peu derrière, bah, lui, il sera en perdition par rapport à ça. Bah, c'est ça, il fait souvent podium, accessite, tu vois, chaque course quasiment c'est top 10. Et malheureusement, bah, même pas le petit bouclard du coin qui lui aussi est en difficulté financière, comme tu dis, des parents qui peuvent pas forcément aider, ni pour les déplacements, ni pour la licence, ni pour les équipements, ni pour les ravitaux, parce que les ravitaux aussi, ça coûte. Bien sûr. Et voilà. Et il en est à un point où j'ai une pensée pour lui d'ailleurs, parce que c'est quand même c'est tellement s'investir pour sa passion que bah, c'en est triste d'en arriver à ce résultat. Et j'espère que bah, il réussira à trouver une structure ou au moins une équipe qui l'aidera à étayer. Ah, je crois qu'on a Alexis qui est arrivé, qui vient rejoindre. Ouais, tu m'entends? Ah ouais, je t'entends. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, ça va. Parfait. Je te présente Lucas. Enchanté, Enchanté, Lucas. Alexis. Voilà. Bienvenue. Donc, bah, on était en plein débat, du coup. Ouais. Donc, on a
parler dans sa globalité du marché, l'évolution. Lucas, sa partie à lui, c'est la partie compétitive, sportive, club structuré FFC, tu vois. Ok, ouais. Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir ton avis à toi, puisque le nom de ta chaîne YouTube, si je peux te faire un petit coup de promo, c'est le cyclotouriste. Tout à fait, ouais. Donc, en tant que cyclotouriste, il me faudra aussi ton avis sur le côté, justement, cyclo de la question. Très bien. Ok, très bien. Tu vois, je te l'avais dit. Il était chantant. Il était chantant, le garçon. C'est un peu plus chantant. Alors, Alexis, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et quel est ton rapport au vélo? Ouais, donc moi, c'est Alexis, j'ai 34 ans. Donc je pratique le cyclisme depuis un peu plus de 5 ans. Je fais beaucoup de vélo de route durant l'année et je pratique le cyclotourisme depuis quelques années aussi. Tout ça en loisir, purement loisir. Voilà. Ok. Tu fais aussi un autre sport à côté, c'est le running. Je fais du running, ouais, pas mal de running et de trail. Donc deux sports complémentaires. Tout à fait, ouais. Okay. D'après toi, donc tu as commencé il y a 5 ans le vélo, donc toi tu as commencé, tu fais du vélo de route en tant que cyclotouriste. Tu fais aussi du gravel, il me semble, non? Je fais un peu de gravel, ouais. Pas trop cette saison, mais oui, normalement j'en fais. D'accord. Quelle évolution tu as pu constater depuis ces 5 dernières années, par exemple? Alors, l'évolution d'un point de vue général, c'est que déjà, le cyclisme, ça s'est vachement démocratisé. Ça, d'un point de vue global, on a eu, post-Covid, un développement du cyclisme qui est quand même assez important, avec de plus en plus de personnes qui s'y mettent. Et du coup, les marques s'adaptent aussi à une population beaucoup plus large et essayent de toucher le maximum de personnes. Ça, c'est le premier point que je constate, puisque quand on va dans les magasins de cycle, on voit qu'on a un peu de tout. On a du vélo urbain, on a du vélo électrique, du vélo de route électrique qui se fait beaucoup maintenant, du gravel électrique aussi. Ça, dans un premier temps, c'est ça. Ça, c'est vraiment démocratisé. Et puis, moi qui vis en ville, ça fait aussi démocratiser au niveau du vélo taf. Ça fait énormément aussi. D'ailleurs, je suis toujours étonné de voir le nombre de personnes que je croise en vélo le matin quand je vais travailler. Ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans, loin de là. Hein. J'étais un peu seul. Et je fais toujours le comparatif. Je dis toujours, il y a 5 ans, c'était pas un problème d'aller travailler en vélo. Maintenant, je galère toujours à trouver une place pour mon vélo sur le parking de l'hôpital. Donc, c'est vraiment, on a eu une évolution de ce côté-là. Sans compter que toi, tu habites dans une grande ville, donc du coup, les embouteillages sur les pistes cyclables... Alors, on n'y est pas encore, mais je pense qu'à terme, on va y venir. Ouais, je pense qu'on va y venir. Moi qui ai eu la chance de rouler aux Pays-Bas, les embouteillages sur les pistes cyclables, je te jure, c'est un truc de fou. Ah, les Pays-Bas, c'est particulier. Hein. Ouais, c'est un truc de fou. Ils ont un temps d'avance sur nous. Ils sont en avance. Ouais, ils sont en avance. Et puis, moi, j'ai de la famille là-bas. Le vélo, c'est vraiment une institution, quoi. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, c'est vélo, quoi. Ils se posent même pas la question, quoi. C'est limite religieux. Mais moi, ce que j'aime, c'est que en fait, ils ont hiérarchisé tout simplement. Et en fait, on se pose plus la question de qui est prioritaire sur qui. C'est le plus fragile a la priorité sur celui qui a le plus gros véhicule. Tout à fait. Et ça règle la question. Et je comprends pas pourquoi on se la pose pas en France. Bon, c'est un autre débat. Tout à fait. Donc, est-ce que tu trouves que le vélo est accessible en termes de coût? Alors, pour se recentrer sur ton sujet, est-ce que le vélo est accessible en termes de coût? Je vais le faire de façon très scolaire, on va dire, avec une thèse, une antithèse et une synthèse. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Moi, quand j'ai commencé, je me suis dirigé vers des vélos d'occasion sur le Bon Coin. Et c'était accessible, et c'est tout à fait accessible. Après, le truc, c'est que quand on va vouloir monter en gamme, quand on pratique davantage et qu'on veut du matériel de plus haute qualité, forcément, on va monter dans les prix.
Et pour revenir sur le centre de ton sujet, est-ce que le vélo est un sport de riche? J'aurais tendance à dire quand même une grande partie oui. Parce que déjà, les cycles maintenant, ils sont à des prix quand même assez élevés. Dès qu'on veut un vélo, même, je dirais même chez Decathlon, quand on veut l'entrée de gamme de vélos de route par exemple, on tape forcément dans les 650, 700, voire 800 euros. Ce qui est quand même un budget pas négligeable. Mais il y a tous les à côté aussi. Il y a le casque, il y a rapidement, va se poser la question de la tenue avec un bon cuissard, ça coûte minimum dans les 50-60 euros. Un jersey de cycliste, ça coûte dans les 40, 50 euros aussi. Il y a les chaussures qui coûtent une centaine d'euros. Voilà, tous ces petits équipements complémentaires qui font que forcément, si tu veux pratiquer de façon, de façon un peu plus intensive et plus régulière, forcément, tu vas être obligé de mettre un peu d'argent dedans. Et progresser aussi, parce que ta tenue, le fait que tu upgrades ton vélo, ça te fait progresser, parce qu'au bout d'un moment, si tu restes sur le basique, tu stagneras sur le basique. Forcément, oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que moi, on va dire, je prends l'exemple aussi du voyage. Le voyage, ça coûte aussi très cher. Et pourtant, c'est le moyen, ça devrait être un des moyens de voyager avec la randonnée qui devrait être le moins onéreux. Il n'y a pas plus simple que de voyager à vélo. Une tente, un duvet, un matelas. Mais non, il nous faut aussi les sacoches. Mais les sacoches, alors si c'est bikepacking, vu que c'est dans la tendance, une simple sacoche de 11 litres, elle peut aller de 60 à plus de 130 euros. Par exemple, une sacoche de sel. On a tous les à côté. Vu que, pareil, il faut un bon porte-bagages pour des voyages au long cours. Il en faut même plusieurs. Il faut, et comme on en parlait tout à l'heure avec Lucas, il faut un système de navigation fiable, autonome, tout ça. Donc ça rajoute du prix à la pratique. Alors, ça c'est tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. L'avantage, on va dire, dans le voyage à vélo, c'est que l'investissement, il se fait, je trouve pour ma part, il se fait au début. C'est-à-dire que, certes, tu vas investir, ça coûte cher, hein, on va pas se mentir, une tente, ça coûte cher, un duvet, un bon duvet, parce que quand tu bivouacs dehors, que tu te gèles, c'est important d'avoir un duvet de qualité. C'est un investissement que tu vas faire sur le départ. Par contre, c'est quelque chose, ton équipement que tu vas pouvoir amortir sur le temps, je trouve. Parce que aujourd'hui, quand tu mets, comme tu disais, par exemple, une sacoche de bikepacking, tu mets 60 ou 70 euros dans une sacoche de 15 à 17 litres, hein, c'est ce qui se fait en moyenne sur les sacoches de sel. C'est quand même du matériel de qualité que tu vas pouvoir garder un bon moment. Parce que moi, je sais que je fais pas spécialement attention à mes sacoches quand je roule, elles prennent l'eau, elles prennent la boue. Voilà. Mais j'arrive quand même à les faire durer dans le temps, on va dire. Ouais, mais le billet de départ, il faut l'avoir parce que tu peux pas partir quand tu pars en voyage à vélo, tu es obligé d'avoir entre guillemets tout le package entre guillemets au moment où tu pars. Tu peux pas progressivement l'acheter. Voilà. Si tu décides de voyager à vélo, il faut que tu achètes tout de base. Donc le vélo, les sacoches et tout le reste. Tout à fait. C'est là où moi je vais rebondir un peu là-dessus. C'est sûr que moi, quand je parle de partie compétition ou de quelqu'un qui commence le vélo, etc., aujourd'hui, moi j'ai juste besoin qu'il ait un vélo, un cuissard. Et alors c'est facile à dire comme ça, hein, mais ça lui permet de s'entraîner, ça lui permet de faire quelque chose comme ça. C'est la différence en effet. Et il pourra upgrader son équipement au fur et à mesure de son évolution et de sa progression. C'est la différence en effet avec le voyage à vélo ou même le cyclotourisme où là forcément, vous êtes obligé d'investir forcément un petit peu de base pour essayer d'avoir le matériel et de rien oublier. Je suis d'accord. Alexis, ton Après, moi, mon point de vue, si tu veux, je vais te dire, moi, l'erreur que j'ai faite au début, quand j'ai commencé le voyage à vélo, en fait, j'ai voulu acheter du matériel d'entrée de gamme. Donc, j'ai investi, certes, moins au début, mais tu te rends compte que très vite, le matériel d'entrée de gamme, il va pas convenir à ce que tu veux vraiment faire. Et en fait, du coup, j'ai investi pas beaucoup au début, on va dire, enfin, pas beaucoup. Beaucoup moins au début, on va dire, sur du matériel d'entrée de gamme, et que rapidement, j'ai changé. Donc, si tu mets bout à bout le matériel que tu achètes d'entrée de gamme
et que tu changes au fur et à mesure, ben en fait, au final, tu as dépensé beaucoup plus que si tu avais acheté du bon matériel d'entrée de jeu. Et c'est comme pour tout, hein, on peut se tromper sur le matériel aussi, et ça aussi c'est un coût. Alors après on pourra dire on peut revendre. Je prends l'exemple d'une selle, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure Alexis, comme tu l'as dit Lucas, un cuissard de très bonne qualité c'est important, mais une selle de très bonne qualité, parce que ce qu'on nous vend sur les vélos d'entrée de gamme, c'est juste horrible. Donc si on veut progresser et tenir des heures sur une selle, bah on n'a pas le choix, il faut mettre le prix là-dedans. Le truc, c'est qu'en fait, ce qu'on a tendance à avoir, c'est de se dire, bon, ben, je vais essayer, je vais voir, je vais pas investir trop, parce que si ça me plaît pas, le problème, c'est qu'en fait, si tu n'investis pas trop, si tu mets pas dans du bon matériel, il y a de grandes chances que ça te plaise pas, parce qu'en fait, en effet, comme tu prends l'exemple de la selle, tu vas voyager à vélo, tu vas te dire, putain, ça me fait mal, j'ai des douleurs au périnée, ça me plaît pas, et finalement, tu vas vite passer en te disant, finalement, c'est pas fait pour moi. Alors que peut-être tu aurais investi dans une selle un petit peu plus onéreuse, tu aurais dit, putain, j'ai bien voyagé, j'ai pas eu de douleur, ça m'a plu, et voilà, et tu peux continuer la pratique. Moi, je vais rebondir là-dessus, c'est que je compare ça, Alexis, je vais rebondir avec toi parce que du coup, on va parler, je vais comparer ça au running. Je vais comparer ça au running parce que moi, c'est des choses que je vendais. Moi, j'étais vendeur dans un magasin de sport et c'est vrai que c'est des choses qui sont hyper importantes parce que si tu, en effet, tu prends le matériel qui n'est pas adéquat et qui correspond pas à ton utilisation, forcément, tu risques, alors, au-delà de la blessure, au-delà de tout ça, tu risques surtout de pas prendre de plaisir. Avec le vélo, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si tu pars sur un investissement de base, en effet, comme tu le dis, je vais tester, je vais voir, je vais voir, mais forcément, tu vas pas prendre le même plaisir avec un vélo entrée de gamme ou avec du matériel entrée de gamme, avec de l'équipement entrée de gamme plutôt qu'avec un vélo qui va être beaucoup plus performant. Après, en effet, commencer complètement par uniquement la performance et uniquement le vélo dernier cri, dernière génération, c'est bête à dire, mais on en a parlé un peu tout à l'heure déjà. Mais si tu commences tout de suite avec du haut matériel, le jour où rétrogrades un petit peu sur ton matériel, tu comprends pas ce qui se passe parce que forcément les gens ne répondent pas pareil et le travail ne sera pas le même. Ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Je suis d'accord aussi, ouais. Bah au final, donc on a parlé du matériel, de l'importance d'avoir du bon matériel, que ce soit pour le plaisir comme pour la compète. Est-ce qu'au final, ces augmentations de prix-là, vous les trouvez, vous, justifiées? Est-ce que franchement, on nous prend pas pour des vaches à lait? Ouais, c'est difficile à dire, hein, parce que moi, je vais parler pour moi. Alors oui, c'est sûr que ça a augmenté, mais tu as toujours quand même l'impression que ce que tu as payé un peu plus cher parce que ça a augmenté ou que censément c'est la dernière nouveauté qui est sortie, tu as tendance toujours à trouver ça un peu mieux. Est-ce qu'après on ne prend pas pour des vaches à lait? Forcément un peu, mais ça c'est normal, c'est le business, c'est le marketing, c'est tout ça. Donc oui et non, je sais pas, je suis divisé sur le sujet. Est-ce que vous pensez pas, par exemple, que c'est un peu abusé quand même de nous faire payer une cassette, un dérailleur, un monoplateau ou un double ou un triple, 1500 € pour certaines marques, 1800, voire même des fois plus quand il n'y a pas de fil? Est-ce que vous pensez pas quand même que pour de si simples composants, entre guillemets, c'est pas énorme? Moi, je vais avoir ma vision commerçant. Forcément, je vais te dire que non, parce qu'aujourd'hui, c'est aussi les prix du marché. Et c'est bête à dire, mais si les marques aujourd'hui s'ils acceptent ces tarifs-là, s'ils proposent ces tarifs-là, c'est aussi que c'est les valeurs qui correspondent à celles du marché. Donc, je suis d'accord sur le fait que les tarifs soient exorbitants et que des fois, en effet, comme tu dis, une cassette, un matériel, une transmission, ça va coûter très très cher. Sauf que tu te rends compte, moi j'ai un peu l'idée des tarifs qui s'effectuent dans le commerce. Tu te rends compte qu'un magasin ne gagne pas énormément dessus finalement. Je suis persuadé qu'un fournisseur ne va pas gagner tant que ça finalement. Et c'est vrai que en fait, c'est le prix de la recherche, du développement qui va très très vite, où ça va à une vitesse folle. Et que en effet, comme ça va vite, forcément, c'est des gros investissements et c'est de l'argent qui a été investi à un moment. Donc malheureusement, ça se répercute sur le consommateur, mais ce sont les tarifs du marché et
Moi, je le vois comme ça, c'est que à partir du moment où c'est bête, mais là on est entre trois cyclistes passionnés et c'est bête, mais on va certainement mettre le tarif parce qu'on veut ce tarif-là. À partir du moment où on est 3 ou 10 ou 100 à le payer à ce tarif-là, bah, ils auraient tort de pas le faire. Après, il y a un autre facteur, tu vois, c'est aussi le conseil que va t'apporter dans le monde du cycle ton vélociste par rapport à ce que tu as besoin. C'est-à-dire que souvent, quand tu rentres dans un magasin de vélo, le mec il va te demander ta pratique. Tu vas dire, bah, mais moi je fais du vélo de route. Forcément, le mec va te montrer les nouveautés, le 105 DI2, l'Ultegra DI2, le Durace DI2 pour les plus chevronnés. Mais au final, est-ce que dans ta pratique, tu as vraiment besoin d'aller sur ça? Enfin, moi, je roule avec un 105 filaire, on va dire. C'est très très bien pour ma pratique, quoi. Je veux dire, je trouve ça exceptionnel. Est-ce que c'est besoin d'aller mettre le prix quand j'en ai pas vraiment l'utilité dans un 105 DI2 ou un Ultegra DI2, quoi? Je me pose aussi la question, est-ce que le commerçant, il te pousse pas un peu à la consommation sur ça? C'est ça. Moi, ça, je vais te le répondre directement, c'est que oui. C'est que oui. Moi, je suis vendeur. Alors aujourd'hui, je suis plus dans le commerce. Je suis devenu enseignant de commerce. Donc aujourd'hui, j'apprends à des jeunes comment bien vendre et comment vendre toujours plus. Donc je vais pas te dire le contraire. C'est-à-dire qu'on est dans l'objectif justement. Ça reste que les magasins vivent leur vie et qu'ils fassent du chiffre, hein. Donc bien sûr que le vendeur, il va être là aussi pour te proposer ce qui va te correspondre, mais le plus haut de ce qui va te correspondre. Il va pas te proposer le premier prix s'il voit qu'il peut te proposer autre chose. Ça c'est clair. Mais ça n'empêche que, en effet, les vélocistes, comme tu dis, il y en a qui vont vraiment te prendre justement pour des vaches à lait, hein, comme on pourrait l'admettre. Mais il y en a d'autres qui sont très honnêtes et qui vont aussi aller te chercher complètement dans ta pratique et te conseiller au maximum parce qu'ils savent que derrière, ils te seront de redevables aussi. Tu leur seras de redevable. Donc ça va dépendre vraiment de l'interlocuteur que tu vas avoir en face de toi parce que oui, il va essayer de te faire consommer, bien sûr. Sauf que si tu as un rapport de confiance avec lui, normalement, il y aura pas d'entourloupe, quoi. Ouais, moi je vois, j'ai plutôt cette vision-là, parce que si tu veux, bon, pour te parler de mon expérience justement sur ça, quand j'ai voulu acheter un vélo gravel, je suis allé chez un vélociste, hein, et si tu veux, le mec il a passé un temps fou à écouter ce que je faisais, ce que je voulais faire, et au final, étrangement, le mec il m'a pas poussé à la consommation outre mesure, si tu veux, et j'ai trouvé ça vachement appréciable. Euh, et du coup, bah, si tu veux, naturellement, je me sens en confiance là-bas. Et quand j'ai besoin de pièces, quand j'ai besoin de matériel ou quoi, je retourne là-bas volontiers. Quand j'ai des collègues qui me demandent un conseil, est-ce que tu connaîtrais pas un magasin de vélo? Ben, tu vois, j'ai tendance à donner son nom à lui. Voilà, parce que, en effet, je trouve qu'il n'a pas poussé à la consommation, qu'il a été à l'écoute et qu'il a été de très bons conseils. Donc après, est-ce que c'est pas non plus en étant de bons conseils et en ne poussant pas à la consommation, est-ce que finalement tu fais pas mieux vivre ton magasin dans le sens où bah, les gens sont contents, reviennent, t'apportes du monde? Tu vois, je me pose la question. Alors ça, moi, j'en suis persuadé. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie d'apprendre au maximum aux jeunes vendeurs, parce que ça reste des vendeurs avant tout, même si c'est des vélocistes, ça reste des vendeurs. Et c'est ce qu'on essaie de leur apprendre au maximum, c'est-à-dire qu'il faut réussir à faire la part des choses. Vendre, oui, mais pas vendre n'importe quoi, et réussir à trouver le besoin correspondant à la personne en face. Et bien sûr que derrière, la personne deviendra fidèle du magasin et que tu gagneras beaucoup plus à gagner un client fidèle qu'à gagner un client qui ne reviendra pas parce qu'il aura considéré qu'il se sera fait avoir, quoi. Ouais. Là-dessus, ouais. C'est vrai que avoir un vendeur qui connaît tes besoins et qui te connaît toi même, j'ai envie de dire, un bon vélociste, comme j'ai l'habitude de dire, c'est comme un bon médecin de famille. Si tu veux qu'il te soigne bien, faut qu'il te connaisse. Donc c'est vrai, parce que Ouais. je prends mon exemple, hein. Moi j'étais à la recherche d'un premier gravel. Moi j'ai un gravel à moins de 1000 euros à la base, que j'ai upgradé par la suite en fonction de mes besoins. Mais j'avais pas besoin de plus. C'est exactement ce que je cherchais. Un vélo pour me mettre à la pratique du gravel. Et si c'était un échec, si le gravel me plaisait pas, bah, j'avais un potentiel de revente qui était proche. J'avais très peu de pertes possibles donc, en prenant ce gravel. Donc, si je m'étais écouté moi en tant que consommateur, j'aurais pris un vélo qui faisait 2 voire même 3 fois sa valeur. Parce qu'à la base, moi je voulais partir sur un Canyon parce qu'à cette époque-là, quand le gravel a explosé, c'était Canyon la référence.
Bah au final, je me suis dit tiens, bah, je vais aller traîner dans mon intersport à côté. Et puis on m'a conseillé celui-là, dire bah attends, si tu connais pas la discipline et ça te plaît pas, bah pourquoi t'as besoin de plus? Essaye ça et puis après on verra. Et au final, ça va faire 4 ans que je l'ai. Et, bah, je changerai pour le modèle carbone, mais parce que maintenant j'ai besoin de plus. J'ai besoin d'évoluer. Voilà, j'ai la caisse maintenant et j'ai besoin d'un vélo qui m'emmène un peu plus loin. Mais Mais à contrario, tu vois, parce que toi, tu avais cette philosophie où tu étais déjà un petit peu réfléchi hmm, sur ton achat. Il y a beaucoup de consommateurs qui arrivent et qui se disent, bah, je vais prendre justement le basique, parce que prends l'exemple d'Intersport, d'une entreprise que je connais bien, euh, qui en effet, tu as le vélo Gravel que toi tu avais pris aux alentours de 1 000 euros, mais tu as une gamme en dessous, et la plupart des consommateurs disent, bah, je vais prendre la gamme en dessous, je vais même pas aller chercher plus loin, alors qu'en effet, après réflexion, bah, si tu prends la gamme à 600 euros, qui en effet va pas forcément te faire de plaisir, mais où tu vas pas chercher plus loin, et qu'en effet le vélociste ou le vendeur va pas te proposer la gamme juste au-dessus, qui en effet pour un petit peu plus cher va correspondre beaucoup plus à ton utilisation et va te donner beaucoup plus de plaisir et te procurer beaucoup plus de plaisir sans avoir besoin de te vendre beaucoup plus. Bah, il faut aussi être clair que bah, tu n'aurais pas pris de temps de plaisir, et que peut-être qu'aujourd'hui on n'aurait pas la même discussion si tu étais parti avec une optique différente et une réflexion différente. Et la plupart des consommateurs se disent, bah, je vais prendre, je vais regarder le prix et puis je vais pas regarder le reste. hmm. Et ça, c'est une erreur par contre. Alexis? Ouais, non, mais je suis 100% d'accord avec ça, hein. Ça, voilà, tout ce que Lucas a dit, je suis 100% d'accord. Je valide. Enfin, je valide d'un point de vue tout à fait personnel, quoi. T'es tamponné le cyclotouriste. C'est tamponné, ouais, c'est validé. Là, on va parler donc du côté organisationnel. On va laisser un petit peu le matériel de côté, les textiles, tout ça. On va plutôt parler du cyclisme en général. On sait que le cyclisme compétitif français va pas très bien sur certains aspects, alors que le cyclisme hors compète, lui, au contraire, se porte plutôt pas mal. Et j'ai quelques chiffres pour appuyer mon propos. Et le gravel, qui, on peut dire, est un produit 100% marketing, puisque ça existait déjà dans les années 50, 60, enfin même les premiers vélos, les premiers Tours de France ont été faits en gravel, si on va par là. C'est un pur produit marketing, mais pourtant ça a relancé l'intérêt des gens pour les cyclosportives, voire même pour certains se remettre à la compète. Quel est votre avis sur le sujet? On peut commencer par Alexis. Ouais, alors en effet, le gravel, oui, je trouve que ça a relancé le côté intérêt du cyclisme, dans le sens où tu peux avoir des côtés compétitifs avec le gravel, comme les cyclosportifs qui sont organisés maintenant, enfin les cyclos gravel, quoi. Donc les gens, ils peuvent retrouver du plaisir en faisant la compétition. Mais tu as aussi ce côté de tu prends ton temps, tu alternes entre petite route départementale, petit chemin de halage. Voilà, le gravel, voilà, c'est vraiment, tu peux tout faire avec. C'est vraiment, voilà. Certes, c'est un côté marketing, mais je trouve qu'en effet, avec ce côté marketing, ça a développé, ça a relancé l'intérêt pour le cyclisme. Après, pour moi, le problème, c'est que l'UCI a vu la chose arriver et s'est emparé du business une fois de plus en créant des grosses compétitions, donc les championnats du monde de gravel par exemple. Et forcément, dès que l'UCI, je trouve, met son nez dedans, forcément, tu as un côté marketing encore plus développé. Et forcément, les vélos, On est des prix. voilà, les prix s'envolent parce que l'UCI a mis son nez dedans. Et si tu veux, juste pour avoir un cadre estampillé UCI, tu vas payer ton vélo, je sais pas, peut-être 10, 20, 30% plus cher, j'en sais rien. J'ai jamais fait le calcul ou j'ai jamais regardé quoi que ce soit. Mais voilà, quoi. Et c'est dommage de vouloir tout rendre compétitif par le biais de l'UCI. Enfin, je trouve ça dommage. Ouais, moi j'ai un terme, alors c'est businessifiable. C'est pas français, Voilà. mais Ouais, rendre tout ouais, c'est ça. Non, mais ça veut tout dire. businessifiable. Voilà, c'est-à-dire que tout est. C'est pour ça le côté vache à lait, quoi. Dès qu'il y a un truc, on va le traire, quoi, jusqu'à ce que
ce qu'on éprouve un peu le truc et qu'on retourne dans un cycle, un cycle non vertueux. Je vous parlais que j'avais des statistiques justement sur le fait qu'il y avait un équilibre qui se faisait entre le nombre de cyclotouristes et la diminution de compétition. Et en fait, le cyclisme, bien qu'il soit en termes de popularité le 3e sport le plus regardé au monde, le Tour de France est l'événement annuel le plus regardé au monde, les premiers étant les JO et la Coupe du Monde, malheureusement, en termes de licenciés, en France, ce n'est que la 18e pratique sportive. Ce qui peut, par le prix déjà d'accessibilité en termes d'équipement, de licence, etc., mettre un frein au développement de ce sport. Mais c'est surtout que, selon l'INSEE en 2021 et 2022, donc on est post-Covid, tout ça, on commence tout juste à reprendre. J'ai quelques chiffres de 2023 aussi. La reprise, elle n'est pas significative. C'est qu'on avait 104 090 licenciés en 2022 en termes de compétition, alors que on a une très petite augmentation. On est à 109 400 seulement en 2023. En termes de chiffres, les inscriptions des femmes sont même plutôt à la baisse en termes de compétition. Mais par contre, c'est au niveau du cyclotourisme où là, par contre, c'est totalement l'inverse. On a en 2023 107 000 inscrits à la fédération de cyclotourisme. Et là, on a une très forte augmentation du nombre de femmes, puisque en compétition, on est à 12,3%, alors qu'en cyclotourisme, on est à 17,6%. Voilà. C'est un constat qu'on peut faire aussi au niveau des clubs. Je vais te donner les chiffres. Moi, au niveau de l'ASSO, on était une trentaine de licenciés post-Covid. Sortie Covid, on s'est retrouvé à 10. Et aujourd'hui, on revient à 25, mais en effet, on n'est pas encore revenu sur les chiffres. Et en effet, on a de plus en plus de licenciés qui viennent se licencier, mais pas pour faire de la compétition, mais pour faire cyclosportive ou cyclotourisme, pour justement aller faire des épreuves plus découvertes. Alexis, tu as un avis là-dessus ou... Moi, sincèrement, je n'ai pas de retour sur. Moi, je peux pas donner mon retour, mon avis là-dessus, parce que je ne fais partie d'aucun club. Là, j'ai pour projet début 2025 de rejoindre un petit club local de mon quartier. Mais du coup, moi, j'ai pas de retour là-dessus. Je peux absolument rien dire. Moi, je parle de mon club associatif. Je suis adhérent à 2 clubs, passionnément gravel, où en une année, c'est incroyable le nombre d'adhérents. Ils étaient 4 à la base et en 2 ans, on est maintenant, je crois, presque 35 si je dis pas de bêtises. Et mon club cyclotouriste, lui, qui plutôt est dans la tendance inverse. Cyclotouriste sur route, qui est vraiment dans la tendance inverse, avec un vieillissement des cyclistes et un non-renouvellement. Donc dans tous les cas, moi je suis dans le cyclisme associatif, hors compétition. Et ouais, il y a une augmentation grâce à une certaine popularité et il y a une diminution par désintérêt ou peut-être par raison de sécurité, ou je sais pas. Il faudrait creuser le truc, mais c'est vrai que la route perd des adhérents. On n'a pas parlé, mais en termes de sécurité, aujourd'hui, on a très peu parlé, mais la sécurité d'un cycliste passe aussi par la route, faut être très clair. J'ai beaucoup plus de mal aujourd'hui à mettre un jeune à l'entraînement tout seul que nous, on l'était il y a quelques années, où là, il y a quelques années, je prenais mon vélo, j'avais 15 ans, 14 ans, je roulais, je me posais même pas la question de savoir si j'allais me faire renverser par une voiture. Là, c'est bête à dire, mais depuis un mois, mes jeunes vont à l'entraînement. J'ai eu déjà 4 chutes à l'entraînement parce que des systèmes urbains qui ne sont pas totalement adaptés pour les cyclistes, des véhicules qui ne font pas attention. Aujourd'hui, c'est une vraie contrainte, c'est-à-dire que forcément, quand un parent souhaite mettre un jeune ou qu'un adulte souhaite faire du vélo un peu plus compétitif, ou même à l'entraînement, ou même en tourisme, c'est très compliqué de rester sur la route. Donc c'est là aujourd'hui où le gravel donne une vraie plus-value. Et toi, Alexis, en termes de... Vu que tu fais beaucoup de déplacements urbains, Ouais,
En termes de sécurité, il y a eu du mieux. Il y a eu vraiment, pour moi, pour ma part, je trouve qu'il y a eu du mieux post-Covid. Vraiment, quand on est sorti du Covid, il y a eu de l'amélioration, une certaine prise de conscience et de considération des cyclistes. Et là, j'ai l'impression qu'on régresse mais à vitesse grand V. C'est-à-dire que on est revenu à la haine du cycliste. Les aménagements urbains, ils sont plus entretenus, donc du coup, c'est dangereux. Euh, je trouve qu'on régresse. Ouais, je trouve que là, depuis quelques temps, on régresse. Bien qu'il y ait de plus en plus d'adeptes des déplacements cyclistes urbains, il y a quand même les voitures qui font pas attention, qui râlent parce que il n'y a pas de piste cyclable, donc tu roules sur la route et du coup tu leur fais perdre du temps, tu te fais frôler, même sur la route, quand tu fais du cyclisme sur route, les voitures te passent très très près. Enfin bon, ouais, je trouve qu'en termes de sécurité, je comprends que ça mette un frein à la pratique, hein, je l'entends totalement, quoi. En termes de compétition, en termes de cyclisme compétitif, là, Lucas, je vais te demander ton avis. Justement, la balance, où on a peut-être quand même moins d'événements, on va dire, compétitifs organisés, mais de plus en plus d'événements randonnés non compétitifs organisés. Et on se rend compte aussi qu'il y a pas mal de ces coureurs compétitifs qui viennent sur les cyclos non compétitifs, alors qu'avant c'était quand même pas monnaie courante parce que c'était pas très nous les cyclotouristes on n'était pas très bien vus par les compéteux, quoi. Ouais, bah alors moi je vais aller là-dedans. C'est que oui, c'est deux mondes qui sont pour moi compatibles complètement, voilà, qui vont être en corrélation. Après, il faut être très clair, c'est que bah, moi je vais avoir forcément le discours inverse un peu d'Alexis, hein, je vais pas mentir, hein, on va être clairement là-dedans. Ouais, je suis d'accord pour ne pas rendre tout compétitif, mais c'est intéressant quand même parce qu'aujourd'hui, en effet, il y a un événement, je vais pas te dire le contraire, j'organise une compétition de gravel qui est quand même, voilà, j'organise des 24 heures gravel où j'ai rendu ça justement en version compétition, donc c'est pas moi qui vais te dire qu'il faut pas faire ça en version compétition. Après, l'idée, c'est que je pense que chaque personne, chaque cycliste doit se retrouver dans son activité et je suis persuadé il en faut pour tout le monde. C'est qu'en effet, je suis d'accord qu'il faut de la randonnée pour la personne qui a envie de se faire plaisir, qui a juste envie de découvrir, qui a envie de se faire du vélo sans avoir de contraintes d'entraînement ou en tout cas pas énormément et qui veut découvrir du paysage en roulant et voilà, en n'ayant pas cette contrainte sportive. On a de plus en plus de cyclosportives aussi. Il faut être très clair, c'est-à-dire que c'est l'intermédiaire entre la compétition et le cyclotourisme, où en effet, moi j'ai beaucoup de mes compagnons compétiteurs qui étaient sur des courses tous les week-ends et qui ont plus envie de se déplacer tous les week-ends sur une compétition, qui ont plus envie d'avoir la contrainte de se dire tous les dimanches je vais sur une compétition, je vais me farcir une heure de route pour aller courir et peut-être bâcher au deuxième tour. Voilà, j'ai toute cette réflexion-là qui fait que bah, de plus en plus, les compétiteurs se tournent vers le cyclosportif ou sur le cyclotourisme en se disant, bah, en fait, je vais faire moins de compétitions, je vais être moins présent sur le vélo, mais par contre, je vais en faire des plus grosses ou des événements plus importants moins régulièrement. Et ça, c'est aussi une autre manière de réfléchir qu'il n'y avait pas du tout. Moi, je vais mettre post-Covid. Je trouve que le Covid a eu cette réflexion-là, moi le premier, hein, c'est-à-dire de se dire, bah, en effet, on n'est plus dans cette optique compétition tout le temps, on est dans une optique où les compétiteurs bah, vont réfléchir autrement, vont peut-être aller faire plus de distance, payer plus cher un engagement sur une belle cyclosportive, mais en faire moins régulièrement, un peu à l'image d'un triathlète ou d'un marathonien ou d'un sportif où il va se mettre un objectif dans l'année, il va faire deux trois courses pour se préparer, mais il va se mettre un objectif où il va dire voilà, ce week-end-là, je fais des épreuves comme les 24 heures vélo, comme l'étape du Tour, comme les boucles gravel de la Monnerie, je place ma pub. Mais voilà, l'idée, on est là-dedans, c'est que je pense que la réflexion est totalement différente de celle qu'on pouvait y avoir il y a quelques années. Ouais. Alexis, toi en tant que cyclotouriste, tu participes à des événements organisés? J'ai fait cette année pour la première fois une cyclosportive qui est assez connue dans le sud-est de la France. C'est les Bosses de Provence. Après, pour être honnête, alors c'était très bien, c'est bien organisé et tout, mais j'ai pas pris un plaisir incroyable à le faire.
dans le sens où, comme le disait Lucas, c'est-à-dire qu'il y a des gens maintenant qui vont travailler toute l'année pour faire, qui vont s'entraîner toute l'année dans le but de cet objectif-là. Et j'ai trouvé que l'ambiance, c'était un peu trop compétitif à mon sens, quoi. Donc, ouais, je participe. Par contre, voilà, je participe à des événements de trail parce que d'une part, quand même, les dossards sont beaucoup plus accessibles. Quand tu payes 10-15 euros ton dossard, tu peux te permettre une fois par mois d'y aller ou même peut-être 2 fois par mois, hein. Par contre, je trouve que les dossards des cyclosportifs restent quand même assez élevés. Là, pour donner un exemple, j'ai payé 60 euros mon dossard pour les bosses de Provence. Au final, j'ai payé 60 euros pour faire les routes que je fais toute l'année à l'entraînement. Donc, est-ce que c'est justifié ou pas? Je sais pas, quoi. Ouais, c'est un Alors, moi, peu je- déceptif, ouais. Alors moi, je vais avoir une vision autre, c'est la vision organisateur pour le coup, qui fait que en fait, quand tu organises un événement, tu as énormément de contraintes, que ce soit en termes de fédération, parce que bien sûr que la fédération, que ce soit la Fédération française de cyclisme ou autre, te prennent, ou même de cyclotourisme, vont te prendre énormément sur ces événements-là. Ça coûte extrêmement cher à un club organisateur ou une asso organisatrice. Donc ça va avoir des coûts. Les coûts aussi de préfecture, c'est bête à dire, mais aujourd'hui, organiser un événement sur la route, bloquer un peu la route ou réussir à avoir des arrêtés qui te permettent de sécuriser un peu ton événement, ça devient énormément de travail. Moi, je sais quand j'organise un événement, que ce soit la course de clocher du coin ou la grande cyclosportive un peu plus huppée, c'est des contraintes énormes, c'est des mois de travail, du temps énormément de données. Et c'est vrai que moi, quand je fais en effet quand je propose une inscription et que je mets 50 euros pour une inscription, 50-60 euros en fonction de ce qu'on peut avoir sur une cyclosportive, en fait, c'est le prix aussi du travail, c'est-à-dire qu'il faut aussi que le club derrière se retrouve dans cet investissement-là, il faut que l'association se retrouve aussi dans cet investissement-là. Et c'est vrai que du point de vue cycliste, moi en tant que participant, ça m'embête toujours de mettre 60 euros dans une inscription, mais en tant qu'organisateur, on n'a pas le choix et c'est toute la première éthique de la chose. Je suis d'accord sur ce point-là, sur tout ce que, on va dire, tout ce qui est cyclosportive, entre guillemets, de clocher, et tout ce qui est attrait au monde associatif et des clubs, surtout des clubs et des associations. Moi, c'est pas vraiment un club, c'est une association vélo. Euh, les coûts sont toujours pour moi justifiés pour avoir vu les choses de l'intérieur. Pour moi, les coûts sont toujours justifiés. Là où j'ai un coup de gueule, c'est quand un événement est plus affilié à une marque ou à un coureur, un ancien coureur, une légende ou voilà, ou à une marque, pour en avoir fait quand même 3 cette année affilié à une marque. Sur les 3 événements, mon dossard dépassait les 110 euros. Sans compter l'hébergement la veille, parce que si tu veux pas te retrouver comme Alexis à pédaler sur les routes que tu connais et que tu veux aller un peu plus loin, il y a aussi les frais de déplacement et de logement à prendre en compte. Et quand tu te dis que juste le dossard déjà ça pique, on te promet que tu vas rencontrer entre guillemets tes idoles. Tu le vois pas de la journée, il n'y a pas de séance, d'autographe, il n'y a rien. C'est juste si tu as la chance de l'avoir eu sur la trace, voilà. Sauf que si tu choisis pas la même trace que lui, Le pas. voilà. On t'offre un repas, c'est 3 coquillettes et une cuisse de poulet, faut pas déconner. Avec un yaourt. C'est un peu léger. Voilà. Plutôt des événements auxquels j'ai participé qui sont affiliés à des marques ou des événements qui se valent comme les plus grands événements organisés en France, voire même en Europe. Ça commence à devenir un peu lassant parce qu'au final, tu te rends compte que tu payes très cher pour une trace et pour une banane et une poignée de cacahuètes au ravito, quoi. Et là, il y a de l'abus. Et c'est peut-être là où il va peut-être falloir à un moment donné aussi dire attention. Il y a un plafond à respecter. En plus, commercialement parlant, ces événements-là attirent du monde, attirent du public. Donc ils attirent des marques. Les marques qui peuvent sponsoriser aussi l'événement. Donc ils peuvent faire un effort à baisser le coût des dossards. Ou alors dire, voilà, on a un pourcentage de la recette aujourd'hui qui part à l'association
aux associations pardon, pour sauver des clubs, pour sauver des clubs en difficulté, parce qu'on le sait de plus en plus. Il y a des clubs élites qui sont proches du monde professionnel, qui sont en très très grande difficulté. En Bretagne, là, il y en a encore 2 qui ont fermé récemment. Et c'est pas mal de coureurs et de haut potentiel qui peut-être ne verront jamais le haut niveau. Donc voilà, moi Ouais, après, c'est mon petit coup de gueule là-dessus, mais voilà, parce que je suis après un habitué. moi je le vois qu'en tant que petit club, je pense qu'avant de sauver des grandes, des grandes entreprises, entre guillemets, je vais l'appeler comme ça, nationales de cyclisme, je préférais qu'on sauve les petits clubs du coin qui ont du mal à trouver des bénévoles et des coureurs ou à trouver des investissements ou des subventions municipales, puisque les budgets sont de plus en plus compliqués. Hein. On est bien placé pour le savoir. Et c'est vrai que on est dans un processus qui fait que tout est fait pour mettre la tête sous l'eau à toutes les assos et à tous les clubs. Et c'est vrai que quand on peut avoir un événement qui permet, entre guillemets, pas de ramener un peu d'argent, mais qui permet de faire vivre un peu le club tout le long de l'année, on peut aussi. Mais c'est déjà rentrer dans les frais. Moi, je sais que là, nous, notre premier objectif qu'on a fait quand on a fait les boucles gravel de la Monnerie, hein, c'est un événement de 24 heures. On a essayé de rendre une copie extrêmement propre, de professionnaliser très facilement la chose et en essayant de faire tout pour que les coûts soient réduits au maximum parce qu'on essayait déjà de rentrer dans nos frais. Et quand on organise des événements comme ça, on a beau être en effet à 60 euros de l'organisation, à 60 euros l'inscription, pardon, 60 euros l'inscription, on rentre tout juste dans nos frais et on va pas non plus gagner énormément dessus. Et c'est très compliqué de se dire on veut organiser des choses, on veut faire des choses on veut proposer des choses aux cyclistes, on veut proposer des événements, mais on a déjà du mal à rentrer dans nos frais. Donc en effet, si c'est pas viable sur le long terme, on le fera pas, quoi. Quelles seraient vos solutions pour baisser tous ces coûts liés à la pratique de notre sport préféré? Comment on peut se dire, allez, en termes de matériel, on a quand même des choses pas trop mal. En termes d'équipement, pas trop mal. On peut accéder à des courses, à des cyclos. Comment vous feriez baisser? Partagez-moi vos bons plans. Comment vous faites baisser la facture, entre guillemets? Alexis? Ah, ça c'est difficile à dire. Comment je fais baisser la facture? Euh, c'est déjà des fois j'évite d'aller dans les magasins tout simplement. Hein. Pour commencer, ça c'est la première chose, tu vois. Ensuite, moi très sincèrement, je peux pas me permettre de prendre plusieurs dossards à 60 euros. Donc du coup, en fait, je me restreins sur les cyclosportifs parce qu'il y en a plein que j'aimerais faire. Mais comme tu disais, il y a les coûts de déplacement, les coûts de logement, parce que si tu vas sur une cyclosportive, par exemple, moi, j'aimerais bien faire la cyclosportive, tu vois, pour pas citer de grandes marques, mais celle de la Vache-Qui-Rit, qui est dans le Jura. C'est quelque chose que je réfléchis vraiment avant de faire, parce que tu as le déplacement. Aujourd'hui, on va pas se mentir non plus, les déplacements en train avec le vélo, ils sont ultra compliqués. Ils sont ultra compliqués et c'est pas peu onéreux non plus. C'est-à-dire que tu gagnes pas, tu vas pas faire de réelles économies en partant en train aujourd'hui. Non, puis en plus, tu as une Euh, taxe supplémentaire parce que t'emmènes ton vélo avec toi et dans certains trains comme le TGV, il doit être transporté dans une housse. Donc il faut aussi que tu c'est achètes ça. la housse. Il faut que tu achètes la housse et puis toujours la même chose. C'est-à-dire que tu pars faire une cyclo-sportive. Donc ce que tu vas faire, c'est qu'en amont, tu vas préparer ton vélo pour éviter d'avoir une merde mécanique au moment où tu roules le jour de la compétition. Dans le TGV, ils te demandent la plupart du temps d'avoir un vélo démonté. Donc moi, c'est un facteur de stress énorme parce qu'après, il faut que tu remontes ton vélo là-bas, que tu sois sûr de l'avoir bien remonté, que tu refasses un check du vélo. Moi, je trouve que c'est une source de stress supplémentaire. Mm. Donc ouais, moi, au niveau, pour faire des économies, franchement, ouais, je me restreins, quoi. Voilà, il y a des cyclos sportifs que j'aimerais faire, mais je les fais pas parce que je ne peux pas me le permettre et que c'est beaucoup trop de frais pour une journée, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est pour une journée, voire même des fois une demi-journée. Hein. Après, est-ce qu'il y a des réelles façons de faire baisser la facture tout en se faisant autant plaisir? Je sais pas, peut-être que Lucas lui va pouvoir nous partager des bons plans qu'on va pouvoir mettre à profit.
J'aimerais bien. J'aimerais bien te dire qu'il y en a. Moi, je vais avoir à peu près la même réponse. Hein, c'est on se restreint. On se restreint énormément. C'est-à-dire que c'est bête, mais moi, il y a quelques années, il y a 10 ans, alors, je fais moins de vélo aujourd'hui que j'en faisais quand j'étais jeune cycliste, on va dire. Mais il y a quelques années, je faisais 45 courses dans l'année. Donc j'allais courir samedi, dimanche et je faisais 2 heures de route pour aller sur les compétitions. J'essayais d'en trouver un peu de partout. C'est bête à dire, mais aujourd'hui, quand j'en fais une dizaine dans l'année, je suis content. Voilà, on est là-dedans, c'est-à-dire que je préfère. J'ai vraiment cette optique-là aussi de me dire, je vais en faire moins. Je vais faire moins de déplacements parce qu'aujourd'hui, les frais d'essence prennent en compte, les frais de train, en effet, comme vous dites, les contraintes liées à tout ça vont faire qu'on va en faire moins. Et puis, on s'en rend compte, il y a beaucoup moins de départs de courses. Quand on peut, on covoiture parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est la seule solution. L'avantage d'être dans une asso, dans un club, on vient tous à peu près du même coin et on va tous à peu près au même endroit. Et ben, on essaie de covoiturer au maximum, on essaie de relier un peu nos réseaux pour limiter les frais. On essaie aussi de partir au minimum sur le temps. C'est-à-dire que voilà, à une époque où je prenais des logements le samedi parce que je courais samedi, dimanche dans un secteur, ben, aujourd'hui c'est bête, mais je vais préférer faire une course moins intéressante dans le secteur ou une épreuve moins intéressante peut-être en termes d'image dans le secteur plutôt qu'aller faire la belle course la belle course à 2 heures ou 3 heures de là. On est vraiment dans cette contrainte-là, c'est que les coureurs aujourd'hui qui vont faire 30 ou 40 courses, ce qui existait tout le temps, hein, c'est-à-dire que tout le monde faisait ça à peu près il y a 5-6 ans, même 10 ans. Aujourd'hui, les coureurs vont faire 10-15 courses à l'année, mais par contre, ils vont préférer en faire une ou deux belles cyclosportives ou deux belles courses dans l'année, et avec, en effet, en mettant un peu plus le tarif, mais en faisant qu'un seul déplacement plutôt qu'en faire d'autres. Donc j'ai même des coureurs qui maintenant se sont réduits à ne plus prendre la voiture pour aller sur les compétitions et ils vont sur la compétition en vélo. Et ils essaient de faire en sorte que la compétition soit à moins d'1 heure en voiture, donc ça fait 2 heures de vélo. Ils font leurs 2 heures de vélo, 1 heure et demie de vélo pour aller sur la compète. Ils font la compète et puis ils rentrent en vélo ou ils trouvent quelqu'un là-bas sur place qui peut les ramener. Mais on en est rendu là et ça c'est une vraie problématique parce que c'est plus dans l'esprit de ce qu'on voudrait faire. En fait, ouais, c'est pour résumer, quand on veut se déplacer sur un événement, il y a une espèce, alors le mot est peut-être un peu fort, mais comme je te disais, c'est devenu un sport de dandy, où on a toujours du beau matériel, des beaux vêtements, des beaux équipements maintenant, mais par contre il y a une clochardisation des moyens de déplacement et d'hébergement des cyclistes. Donc il y a certaines... Alors moi, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, malheureusement j'ai pas pu y participer, mais il y a des associations qui font des choses géniales quand elles organisent par exemple une randonnée gravel ou quoi. Elles demandent tout simplement pas forcément de subventions à la mairie ou des choses comme ça, elles se débrouillent avec leurs propres deniers, ils essayent de faire des soirées tombola, des machins pour dégager des recettes, mais par contre elles demandent à leur mairie de laisser un gymnase à disposition pour que les gens puissent venir dormir la veille et ou le soir même de la compétition, voire même le lendemain. Donc au moins de se dire, voilà, dans un gymnase, il y a des douches, on peut emmener un duvet, un sac de couchage, des lits pliants, on peut emmener ce qu'on veut. Voilà, au moins on a un endroit où dormir le soir. Et puis, c'est triste d'en arriver là, je suis d'accord, mais c'est encore une fois le travail des associations qui va aider à faire ce genre de choses. Donc j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. En ce qui concerne les économies sur le matériel... moi j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, hein, vous pouvez la retrouver sur la chaîne. Tout simplement ne pas céder à la course, à la technologie, d'avoir le dernier maillot sorti. Peut-être que le maillot sorti il y a 1 an, voire 2 ans, il a quasiment les mêmes caractéristiques pour pas grand chose. À mon avis, il y a quelque chose qui change. Donc prenez l'article soldé d'il y a 2 ans, vous allez voir qu'il n'y a pas grande différence avec le dernier maillot, dernier cri à la mode qui va vous faire gagner 3 watts par heure ou je sais pas quoi. Voilà. Et puis pour le reste, j'ai envie de dire, ouais, comme a dit Alexis, quand vous allez chez un vélociste, essayez d'avoir un vélociste qui répond à vos besoins. Ça sert à rien d'acheter... comme on a dit il y a pas longtemps, le Colnago de Pogacar, si vous n'êtes pas capable de l'emmener. Si votre truc à vous, c'est d'aller faire une randonnée à 20 km/h le dimanche avec les copains, ça sert à rien que vous ayez le dernier modèle carbone avec des roues en 50 mm. Voilà.
De toute façon, si à un moment vous avez besoin du Colnago Carbone, c'est qu'il y aura eu un vécu sur le vélo normalement. Ouais, déjà, ouais. Alexis, toi, en termes de. Vu que t'es voyageur aussi, peut-être des bons plans bagagerie, peut-être des bons plans camping ou des choses comme ça, peut-être pour amortir les coûts. Alors, alors déjà, moi, même si je peux pas l'emmener, si jamais j'ai le Colnago de Pogacar, je dis pas non quand même, hein. Voilà. D'accord. Bah, oui. Ensuite, ouais, sur le voyage à vélo, alors les bons plans, moi, à titre personnel, j'ai pas expérimenté de choses. Voilà, la bagagerie, je me la suis payée. J'ai pas fait l'erreur que j'ai fait pour mon premier voyage à vélo d'acheter du matériel d'entrée de gamme. J'ai directement pris voilà, du bon matériel, entre guillemets, qui va me durer assez longtemps. Et je pense que l'économie, elle va se faire, mais plutôt sur le long terme. Ensuite, pour ce qui est camping, il y a certains campings qui proposent sur les traces cyclables, qui proposent le forfait voyageur, soit alors ça se fait voyageur randonnée ou ce qu'ils appellent le forfait cyclotouriste, c'est-à-dire qu'ils estiment que bah, la personne va venir, va passer une nuit et va pas profiter de toutes les commodités du camping, c'est-à-dire va pas utiliser la laverie, va pas utiliser la piscine, va prendre une douche, planter sa tente et repartir le lendemain matin. Donc maintenant, j'ai vu qu'ils faisaient pas mal de forfaits cyclotouristes ou en tout cas voyageurs. Et ça, c'est pas mal parce que ça réduit pas mal le prix. Le dernier voyage que j'ai fait, je suis parti de Marseille, je suis allé jusqu'à Marseillan. Je me suis retrouvé en galère mécanique, donc j'ai trouvé un camping vite fait. Et les tarifs affichés étaient ce qui était, mais il fallait un camping parce qu'il fallait que je plante ma tente, que je répare mon vélo. Et en fait, le lendemain matin, j'ai eu la surprise de voir qu'en fait, ben, le tarif affiché n'était pas pour un cyclo-touriste, c'était pas ce prix-là, c'était bien moins cher. Donc, je crois que c'était 22 € la nuit pour une tente. Je crois que j'ai payé 12 ou 13 €, ce qui me semble assez honnête, quoi. Voilà, donc peut-être privilégier ce genre de camping. Et puis, il y a toujours la solution du bivouac, voilà, du bivouac qui est gratuite hein, en soi. Qui est gratuit, mais qui est pas accessible à tout le monde. Ça, c'est en termes de. Après, c'est un ressenti personnel. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas, de peur de déranger, mais surtout, il y en a beaucoup de gens qui ont peur de le faire. Mais c'est vrai que pour le coup, bah, c'est la plus belle des économies en voyage à vélo. Ouais, c'est sûr. Mais après, je comprends les gens qui ont peur, hein, parce que t'entends un peu de tout, un peu de tout, souvent de n'importe quoi. Mm. Mais bon, c'est comme tout, c'est-à-dire que bon, si tu respectes certaines règles, on va dire, bon, tu te retrouves relativement en sécurité. Et comme j'ai tendance à le dire, je pense qu'à mon avis, t'as plus de chances de rencontrer un jobard qui va t'égorger sur la Canebière à Marseille que au fin fond de la Lozère. Une fois que tu as planté ta tente au milieu d'une forêt, voilà quoi. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est a priori de se retrouver tout seul dans la nature et tout ça, on a peur, mais en fait c'est une peur un peu irrationnelle parce que on Tout à est fait. loin de la civilisation, on est dans un endroit où vraiment t'as vraiment très peu de chances de rencontrer de quelqu'un, comme tu le dis, sur la Canebière. Bon, planter sa tente sur la Canebière, Ouais, je pense pas, hein. ça doit pas être confort. Enfin, je déconseille perso. Mais c'est vrai que ouais non que à l'entrée d'un village où tu peux avoir bah des petits cons qui jettent des cailloux sur ta tente par exemple quand t'es en plein milieu de la nuit ou alors qui retirent les piquets hein c'est marrant hein Ah, Sans ouais. l'expérience. non. Non voilà bah Non, après, il y a un mot d'ordre là-dedans, d'après tout ce qu'on dit nous. Moi, je suis plutôt sur le fait d'anticiper tout. C'est-à-dire que si c'est bien préparé, si vous êtes, que ce soit en version sportive, en version compétition, en version voyage à vélo, etc., à partir du moment où ça a été préparé, réfléchi, pensé en amont, je suis persuadé qu'on peut réussir à faire des très belles choses et à réussir à limiter les coûts si vraiment c'est préparé. Je pense que la problématique, c'est de partir à l'aventure, mais vraiment sans aucune préparation, où là, on va forcément, entre guillemets, vers des choses vers des imprévus qui vont forcément coûter un peu plus cher. Et bah, c'est pareil sur le matériel, c'est pareil sur la vie sportive en règle générale. Si en début de saison, on prépare pas tout ce qu'on va faire dans la saison et tous nos projets, etc., et bah, forcément, on va vers des problématiques. Ça, moi, j'en suis convaincu. oui bah, comme tu dis en début de saison c'est aussi se fixer un budget et de se dire que si on vient à le dépasser et ben il va falloir trouver un autre moyen de le financer. Moi c'est ce que je fais, c'est à dire que j'ai un budget en début de saison,
pour les besoins de ma chaîne YouTube ou pour mes besoins à moi. Et que si je dois le dépasser, eh bien je trouve un moyen de le financer. Donc c'est-à-dire que si j'ai du matériel, je suis en capacité de le vendre. Et donc je vends du matériel ou je répare des vélos et je le fais pour pas trop cher pour des gens qui sont dans le besoin. Voilà, mais j'en tire un petit bénéfice. Ce petit bénéfice, je peux le réinvestir dans autre chose qui me permet de financer des plus gros projets, etc., etc. Faut se dire que voilà, quand on a un budget, ne pas le dépasser et financer les choses d'une autre manière. Soit peut-être c'est tout à fait possible en demandant à faire des heures sup aussi au boulot ou choses comme ça. Après, je comprends que quand on a déjà l'entraînement, tout ça, moi déjà je suis en période de full activité déjà entre la chaîne YouTube, le boulot, le vélo et puis la vie de famille. J'ai le temps de rien en vrai. Mais par contre, si on veut arriver à avoir ce qu'on veut, et des fois il faut qu'on dépasse ce petit cap un petit peu. Faut pas non plus se mettre dans le rouge, mais il faut qu'on se dise, je vais trouver un petit moyen de le financer qui peut-être pas me prendre trop d'énergie, hein. C'est bête, hein, mais moi je donne un petit tuyau comme ça. Vous faites un petit peu d'achat-revente sur Vinted. Vous pouvez gagner une petite somme rondelette qui vous paiera vos prochains bagages, votre prochaine paire de roues, vos prochains pneus, vos prochains consommables pour la saison. C'est possible aussi. Voilà, un petit tips comme ça au passage. Ouais, c'est pas mal. T'as toujours des moyens de trouver du financement si jamais t'es dans le besoin. C'est sûr que y a toujours moyen de se débrouiller, on va dire. Nous, pour l'aspect compétitif, moi, je vais aller autre chose. C'est que la personne qui commence à être vraiment très performante et on arrive à avoir le besoin du vélo de Pogacar et autres, souvent les marques tapent à la porte, hein. Et là, ça commence à être intéressant parce que c'est un jeune ou un jeune ou quelqu'un qui va avoir de très gros résultats et qui va pouvoir envisager un haut niveau. Il y aura forcément des gens qui viendront pour l'aider, le vélo 6 du coin, la marque du coin, etc. Il y aura toujours quelqu'un pour aider. Là, je parle vraiment pour l'aspect compétition pure. C'est sûr que pour un cyclotouriste, c'est moins vrai, mais encore, c'est pas. J'ai plein d'exemples de cyclotouristes ou de cyclosportifs qui vont faire des très belles épreuves ou des très beaux défis humains, un tour du monde, des choses comme ça, et qui trouvent toujours de quoi avoir un sponsoring ou quelqu'un qui va les accompagner. Et souvent, les marques et les magasins ou les entreprises sont friands de ce genre d'expérience. J'ai un dernier tips aussi. Certains d'entre nous travaillent pour des entreprises. Faut pas hésiter. Vous pouvez demander à dire voilà, je pars pour un projet, j'ai un projet, j'ai besoin d'un financement. Voir si avec l'entreprise, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez pas faire des heures sup, mais s'ils peuvent pas, vous faire un petit don, un petit voilà. Si par exemple on parle d'un principe, vous faites le tour du monde, oui, vous allez avoir besoin quand même de payer les factures, même quand vous n'êtes pas là. Donc mais au-delà du financier, moi je parle aussi parfois de matériel. C'est bête, mais on parlait tout à l'heure de bivouac ou d'aventure à vélo et autres, mais c'est bête, mais c'est peut-être ce genre de choses des fois où je préfère demander à une entreprise de me financer quelque chose, du matériel que j'aurais besoin, plutôt que lui demander de me donner de l'argent en brut, parce que les entreprises donnent de moins en moins d'argent directement, et par contre vont donner de plus en plus d'aide et vont vouloir soutenir un besoin à un moment T, et ça moi je suis persuadé que c'est plus facile de demander pour un besoin à ce moment-là plutôt que de l'argent directement. Alexis, pour conclure. Ouais, alors est-ce que maintenant, avec la conjoncture actuelle, les magasins vraiment peuvent se permettre de venir en aide à soutenir un projet en donnant du matériel Moi, je me pose vraiment la question parce que c'est de plus en plus dur financièrement, même pour les magasins, hein, de pouvoir fournir du matos, ce genre de trucs. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, t'es pas livré à toi-même sur tes pratiques, et si tu veux financer un projet, t'es un peu seul au monde, quoi. Si tu trouves des grandes firmes ou des entreprises qui ont encore les moyens de le faire, c'est bien, mais est-ce que c'est pas de plus en plus compliqué? Je pose sincèrement la question. Moi, je vais te donner l'expérience associative, hein. C'est vrai que on est sorti du post-Covid, on s'est dit on va pas embêter nos partenaires. J'ai dit je vais pas les embêter, je vais refaire un maillot, mais on va le faire avec nos finances à nous. On va mettre un peu le club, on va prendre un peu sur ce qu'on a en réserve au club, tant pis, mais je voulais pas embêter mes partenaires, je voulais pas relancer, etc. Je suis revenu les voir il y a pas longtemps pour refaire la tenue, refaire le maillot, et ils m'ont engueulé.
Les entreprises m'ont engueulé en me disant mais vous vous rendez compte qu'au contraire, nous on demande ça. C'est un plaisir pour nous de faire du mécénat, de faire de l'accompagnement. Alors faut pas rêver, hein, il y a aussi un intérêt financier derrière. Hein, Ah, ils sont pour la plupart, ils sont pas voilà, c'est déductible des impôts. On peut toujours voilà quand ils font un mécénat, on demande toujours un CERFA pour justifier la chose. Hein, faut pas rêver. Et l'image de Mais il marque. faut être et une image de marque aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui vit et qui fait vivre la vie associative de son secteur ou même les projets de son secteur bah, va être bien vu, va être adulé. Alors bien sûr, faut être cohérent dans ce qu'on leur demande, c'est-à-dire que si vous leur demandez de financer le Tour de France, ils vont pas le faire. Mais par contre, si vous leur demandez de vous aider intelligemment à un projet, bah, c'est bête, mais moi qui étais à un moment, je m'étais dit, bah, je veux pas aller embêter, je veux pas être le lourdingue qui va aller demander de l'argent ou qui va aller demander de l'aide ou des bons d'achat ou je sais pas quoi. Et bah, c'est bête, mais vous voyez, les entreprises m'ont dit clairement les choses, c'est allez-y, demandez-nous parce que nous, on va le faire. On va le faire. On est même presque peiné quand on le fait pas. Donc moi, je pars du principe qui ne demande rien à rien, quoi. Bah écoutez messieurs, je vais vous remercier d'avoir participé à ce podcast. C'était très enrichissant d'avoir vos points de vue. Parce que. Et puis, on est tous les trois sur des pratiques différentes, on va dire, hein, quand même. Même si Alexis et moi, on est un petit peu plus proches. Voilà. Mais sinon, on a tous, on avait tous un point de vue intéressant à mettre en avant. Et ça fait plaisir et c'est très enrichissant. Donc merci à vous. Bah, merci à toi pour l'invitation. Hein. Avec grand plaisir. Merci à vous deux pour l'échange. Bah écoutez, je vous remercie et je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, si vous de votre côté, chers abonnés, vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, la partager, la commenter. N'hésitez pas à la faire tourner autour de vous. Il va peut-être y avoir du contenu qui peut intéresser quelqu'un d'autre. Donc n'hésitez pas. Et puis, je vous mets tous les liens dont on a parlé, les réseaux sociaux et bientôt la chaîne YouTube de Lucas en description. Voilà, je vous remercie. Bonne soirée à tous.